Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous sommes ici pour la soutenance de thèse de Timothée Janot, intitulée Maillage dynamique pour l'acquisition de grandes couvertures par système multi-agent adaptatif. Alors, avant de lui laisser la parole, je vais vous présenter le jury par ordre d'apparition sur le manuscrit. Donc, il y avait comme rapporteur Monsieur René Mandiot de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Le second rapporteur, c'était Vincent Chevrier, moi-même, de l'Université de Lorraine. Nous avons comme examinateur Monsieur Jean-Pierre Georget de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Nous avons comme examinatrice Madame Nadia Kabachi de l'Université Claude Bernard Lyon 1. La directrice de thèse était Elsie Kadoum de l'Université de Toulouse et également Monsieur Emmanuel Rachelson d'ISAE Super-Héros. Et nous avons deux membres invités, Monsieur Serge Brinjonneau de Thales Alenia Space et Monsieur Mathieu Picard d'Airbus Defence and Space. Voilà. Donc maintenant, Timothée Janot, vous avez trois quarts d'heure environ pour présenter votre travail. Et à la suite de cette présentation, nous passerons à la session des questions. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, bienvenue d'assister à ma soutenance de thèse. Je m'appelle Timothée Jameau et aujourd'hui je vais vous présenter le résultat de mes années de recherche à l'IRT Saint-Exupéry dans le cadre du projet Synapse. Ma thèse a été co-dirigée par Elsie Kadoum de l'IRIT et Emmanuel Rachelson de l'ISAE Super-Héros. Elle a aussi été co-encadrée par Mathieu Picard d'Airbus Defence and Space et Serge Rangenot de Thales Alenia Space. Elle s'intitule Maillage dynamique pour l'acquisition de grandes couvertures par système multi-agent adaptatif. Ah, je suis désolé, le pointeur ne marche pas. Je vais faire avec la souris. Je fais un test rapidement. Voilà, parfait. Alors, j'ai commencé cette présentation en décrivant les satellites d'observation de la Terre. Ces satellites sont des satellites qui réalisent une orbite autour de la Terre plusieurs fois par jour afin d'acquérir des images à haute résolution. Ces images vont avoir différents buts, différentes fins. Certaines seront utilisées pour des missions de cartographie, d'autres d'océanographie, encore de contrôle des feux de forêt ou enfin des fins militaires. Ces satellites ont comme particularité qu'ils ont une forte hétérogénéité entre eux. Certains auront muni d'instruments optiques, d'autres d'instruments radar. Dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser aux satellites qui ont un instrument optique. Et parmi ces générations de satellites, certains seront mis en orbite à différentes étapes, différentes époques, et donc auront des particularités différentes suivant les instruments qui sont à bord. Ensuite, je vais présenter quelques notions, quelques termes liés à ces satellites, en commençant par leur trajectoire. Ces satellites suivent une trajectoire qui est fixe, excepté si jamais il y a un danger, par exemple la présence de débris sur la voie. Au fur et à mesure qu'ils suivent leur trajectoire, ils vont réaliser des acquisitions, c'est-à-dire des photographies de zones au sol qu'on appelle des mailles. Ces mailles vont avoir trois états possibles, soit en attente d'acquisition par le satellite, soit acquises par le satellite, et donc avec des images qui seront en mémoire à bord du satellite, ou enfin validées, c'est-à-dire que les images auront été retransmises vers un centre de mission au sol qui aura confirmé qu'elles sont utilisables par un client. Les mailles qui seront placées au fur et à mesure dans les passages au-dessus des zones d'intérêt par les satellites peuvent l'être dans les limites d'un corridor. Ce corridor définit une limite au-delà de laquelle les images qui seraient acquises auraient une trop mauvaise résolution pour être utilisées. Les mailles devront donc être placées dans le corridor pendant un passage du satellite. Maintenant, si on prend le cas de la planification d'un seul satellite, on va introduire la notion de centre de mission. Un centre de mission, ou Mission Planning Facility, MPF, aura pour objectif de planifier une série d'acquisitions à réaliser par un satellite et à transmettre ce plan à bord du satellite. Le satellite réalisera ensuite les différentes acquisitions et retransmettra les informations, les images acquises, vers la Terre. Si on reprend la totalité de ce processus, on voit ici un client qui va envoyer des requêtes d'acquisition à un MPF. Le centre de mission va planifier les différentes requêtes à l'étape 2, envoyer ce plan à bord du satellite pendant l'étape 3. Et à partir de ce moment-là, on a deux options possibles. Soit les images qui sont retransmises sont utilisables. Dans ce cas-là, on va considérer que la maille est validée. Soit elles ne sont pas utilisables à cause de la présence de nuages sur l'acquisition, sur l'image. Les images seront donc rejetées, puis retransmises
dans le cadre de la planification au MPF, de sorte à ce qu'une nouvelle acquisition soit réalisée ultérieurement. Voici pour la planification d'un seul satellite. Maintenant, si on prend le cas des grandes couvertures auxquelles on va s'intéresser dans le cadre de cette présentation, ici, on ne parle plus de l'acquisition d'une ville ou d'une petite zone, mais plutôt de l'acquisition d'une grande zone à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Dans ce cadre, l'utilisation d'un seul satellite ne sera pas jugée comme étant pratique. En effet, il faudra une longue période pour couvrir la totalité de la zone. On va donc préférer utiliser un ensemble de satellites, une constellation. Ces différents satellites seront éventuellement régis par différents centres de mission et l'action de coordination de ces satellites va passer par un Large Area Request Manager ou LARM. Ce LARM aura pour mission de prendre les différents passages des satellites. Ici, j'ai pris le cas d'un satellite Spot7 qui est régi par un MPF appelé MPF1. Et pour ce passage, le LARM va d'abord réaliser une première action qui sera le maillage. C'est-à-dire qu'il va déterminer l'ensemble des mailles qui seront envoyées en tant que requête d'acquisition au MPF1. Une fois que ce MPF reçoit les requêtes d'acquisition, il va jauger de si jamais elles peuvent être intégrées à un plan de mission. En effet, si jamais des requêtes plus urgentes interviennent à ce moment-là de la planification, elles seront éventuellement préférées par rapport aux grandes couvertures. C'est le cas, par exemple, si une requête militaire arrive par rapport à une requête de grande couverture qui est plus jugée comme du travail de fond. Un sous-ensemble des mailles est donc acquise, envoyée au satellite comme faisant partie de son plan de mission, acquise par le satellite. Puis, le centre de mission reçoit les différentes images qui ont été acquises et jauge de si certaines sont utilisables et donc valide les mailles correspondantes et les mailles restantes sont rejetées. Les images sont retransmises ensuite vers le LARM qui emmagasine ces images et les considère comme faisant partie de la progression de la grande couverture. À partir de cet état des grandes couvertures, on voit apparaître plusieurs défis. Déjà, il y a la problématique spatiale et temporelle, le fait de devoir placer les mailles dans les passages satellites, dans leurs corridors, et le fait que les différentes mailles vont avoir des interdépendances selon les passages. Si une maille est placée dans un passage 1, il sera éventuellement préférable de ne pas la placer dans un passage 2. En effet, elle a déjà été acquise et donc ça serait des pertes de ressources satellitaires de la réacquérir plus tard. Il y a aussi une optimisation qui va être multi-objectif. On va avoir pour but de minimiser le temps de complétion jusqu'au moment où on peut renvoyer la requête complète, le patchwork d'images assemblées vers le client, et à la fois une volonté de minimiser le gâchis de ressources satellitaires, c'est-à-dire le surplus d'acquisition que nous avons réalisé afin de couvrir la totalité de la grande couverture. On a aussi un problème qui est assez complexe et peu exploré dans la littérature. Beaucoup d'études se concentrent sur la planification d'un seul satellite, mais assez peu sur la planification de grandes couvertures et le maillage associé. À partir de ces défis, on voit apparaître la problématique de la thèse qui sera la conception et l'étude d'un algorithme pour la planification et le maillage de grandes couvertures, de sorte à pouvoir résoudre des problèmes sur différents scénarios, différents cas d'études. Donc là, j'ai fait une brève présentation sur l'observation de la Terre. Maintenant, je vais passer à la définition du problème des grandes couvertures plus en détail. Déjà, on a cette optimisation qui est multi-objectif dont je parlais précédemment. On cherche à la fois à minimiser le temps à partir duquel on pourra renvoyer la totalité de la grande couverture vers un client, mais aussi le gâchis. Cette notion de gâchis, ça va être le surplus d'acquisition qu'on a réalisé afin de couvrir la totalité de la zone. L'action qu'on va avoir en tant que LARM, ça va être de définir pour chaque passage un ensemble de mailles à envoyer au centre de mission afin qu'elles soient intégrées dans le plan mission, acquises, puis validées. Plusieurs axes de complexité apparaissent ici. D'abord, il y a ces problématiques géographiques et temporelles dont je parlais précédemment, mais il y a également des notions d'incertitude. En effet, à partir du moment où on envoie les requêtes d'acquisition au centre de mission, nous ne sommes pas sûrs que le centre de mission va pouvoir les intégrer dans le plan. Effectivement, d'autres requêtes plus urgentes peuvent intervenir. On a aussi cette différence potentielle entre la météo que nous avons prévue au moment où nous avons conçu les mailles et la météo observée. En effet, il se passe un délai entre le moment où on monte le plan mission vers le satellite et le moment où le satellite va réellement réaliser les acquisitions. Il y aura donc un décalage éventuel dans la météo. Enfin, on a une contrainte qui est intrinsèque au problème, qui est l'hétérogénéité des satellites, ces différences d'instruments à bord, et que je vais explorer un peu plus en avant maintenant.
Donc on a cette différence entre les satellites homogènes et hétérogènes. Les satellites homogènes sont considérés comme ayant les mêmes instruments à bord, les mêmes capteurs, et donc la même taille de maille. Ce que ça permet de réaliser, c'est un pavage régulier de la zone avec une superposition parfaite entre les mailles ici du satellite A et du satellite B qui ont la même taille, et donc de pouvoir venir réaliser des acquisitions en disant que par exemple on acquiert la maille colonne 2 ligne 3 pour le satellite A. Cette maille n'aura donc plus à être acquise par la suite par le satellite B. En effet, elle l'a déjà été par le satellite. Ça, c'est le cas des satellites homogènes. Maintenant, si on prend le cas des satellites hétérogènes, qui ont donc des mailles différentes, c'est ce cas qui est le plus rencontré en opérationnel dû aux différences, à la forte hétérogénéité des satellites. Dans ce cas, si jamais on cherche à réaliser le même pavage régulier, on se rend compte qu'il y a des différences, des chevauchements entre les mailles, et que donc le fait de réaliser l'acquisition d'une maille pour le satellite A va éventuellement entraîner des superpositions avec des mailles du satellite B au moment où elles chercheront à être acquises. On aura donc du gâchis de ressources satellitaires, car certaines zones seront éventuellement déjà validées, mais seront suracquises par la suite. Pour tacler ce problème, nous avons plusieurs approches en opérationnel et dans la littérature. La première approche qu'on peut envisager, c'est une approche opérationnelle assez simple qui a pour but d'abstraire le problème. L'idée ici, c'est qu'on va venir diviser la grande couverture, l'Allemagne dans ce cas, en différentes sous-régions. Ces sous-régions, on va venir les distribuer aux différents centres de mission et aux satellites respectifs. Et chaque satellite va réaliser l'acquisition d'une seule sous-région. Et enfin, à terme, on réalisera le patchwork de cette sous-région pour les envoyer aux clients. L'intérêt ici, c'est qu'on va totalement esquiver la complexité du problème en sous-divisant le problème entre différents centres de mission et donc en évitant cette coordination des satellites. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on va avoir une sous-utilisation des capacités d'acquisition des satellites. En effet, un satellite qui parcourt, par exemple, la zone 2 pourrait éventuellement acquérir des mailles de la zone 3 ou 4, car il survolerait probablement ces zones. Or, on interdit dans les prémices de ce problème qu'il réalise ces acquisitions. On aura donc une perte d'acquisition potentielle sur ces zones. Une autre approche qu'on peut considérer, j'ai commencé déjà un peu à la présenter précédemment, c'est le maillage statique. Ici, l'idée, c'est qu'on va venir plaquer sur la zone un ensemble d'emplacements de mailles, une grille, qui vont correspondre à des emplacements qu'on va pouvoir acquérir. L'idée ici, c'est qu'on va vouloir éviter le chevauchement de mailles dans un même passage. Donc ça, on aura la garantie. Et éventuellement, entre plusieurs passages dans le cas des satellites homogènes, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'il y a des fortes contraintes liées à cette grille de mailles. En effet, on ne va pas pouvoir s'adapter aux données du problème. Si jamais il y a une zone qui est en partie déjà validée dans la maille que l'on souhaite acquérir, eh bien, il faudra tout de même l'acquérir en entier, car nous avons émis comme principe que les mailles devaient être placées sur cette grille prédéfinie. Ça, c'est pour le maillage statique. Maintenant, quelque chose qu'on a rencontré aussi dans l'état de l'art, dans la littérature, c'est des études qui se basent sur l'abstraction des incertitudes du problème, et notamment la plus courante, la météo. Dans ce cas, ce que ces études permettent de faire, c'est qu'elles permettent d'abstraire la notion de maille et de la transformer en bande. C'est-à-dire que le capteur optique va être allumé au moment du survol du satellite sur la zone et va être éteint au moment où le satellite va quitter la zone d'intérêt. On obtient donc des acquisitions de grandes mailles appelées bandes. Et le problème des grandes couvertures peut être résumé à un ensemble d'orientations de satellites, un ensemble d'angles qui vont être réalisés afin de prendre la totalité de la grande couverture en acquisition. Le problème qu'on rencontre ici, c'est qu'il y a une sous-utilisation de l'agilité des satellites déjà. On pourrait éventuellement vouloir déplacer, modifier l'angle du satellite de façon à acquérir des zones à d'autres endroits. On a aussi un manque de représentativité par rapport au problème. Il faut savoir que plus de la moitié des acquisitions en opérationnel sont rejetées à cause de nébulosité. Il y a donc un fort impact de la météo. Et le fait d'abstraire cette donnée fait qu'on ne va pas réellement représenter le problème tel qu'il est réalisé en opérationnel. Ça, c'est pour les techniques de maillage. Maintenant, je vais faire un bref aperçu des algorithmes de maillage, en commençant par le plus couramment rencontré dans l'industrie, qui est le glouton hiérarchique. Le glouton hiérarchique est un algorithme qui est très simple dans son fonctionnement, qui a pour objectif de maximiser la récompense à court terme et de ne jamais remettre en question ses choix. Dans l'exemple que j'ai mis ici, nous avons un état initial dans lequel le glouton va se situer.
Et pour maximiser sa récompense à court terme, il va choisir de partir dans cet état suivant, en prenant la branche avec la récompense 2, puis il va continuer dans cette direction. Or, on voit ici que si jamais il avait choisi d'explorer l'arbre de recherche et de partir vers la branche 1, il aurait éventuellement pu se rendre compte qu'il y avait une forte récompense plus loin dans cette direction. L'intérêt du glouton hiérarchique, c'est qu'il est très fiable, très rapide et simple d'implémentation. Il est aussi, malheureusement, sensible aux minima locaux, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe ici, c'est-à-dire qu'il a tendance à tomber dans dans des parties de l'espace de recherche qui sont défavorables par rapport à certains autres. Or, il ne va pas pouvoir en sortir car il a cette propriété de ne jamais revenir sur ses décisions et donc de ne jamais aller explorer d'autres sections de l'espace de recherche. Maintenant, si on creuse un peu par rapport au glouton hiérarchique, on peut tomber sur d'autres algorithmes qui sont un peu plus recherchés, les méta-heuristiques. C'est une famille d'algorithmes qui a pour objectif de combiner plusieurs techniques d'optimisation afin de trouver non pas la meilleure solution du problème, l'optimum global, mais une bonne solution, un optimum local. Pour ce faire, ils vont mettre en place des techniques d'exploration de l'espace de recherche afin d'être moins sensibles aux minima locaux, tels que l'est le glouton. Dans la thèse, nous avons réalisé un état de l'art des différents algorithmes qui peuvent être appliqués au problème des grandes couvertures, qu'avec le glouton en référence, qui a un temps de calcul extrêmement rapide, mais qui a des difficultés à la fois en termes de traitement de différents algorithmes, de sensibilité aux minima locaux et aussi, dans certains cas, de passage à l'échelle, notamment si on augmente le nombre de satellites du problème. À l'inverse, on voit que les systèmes multi-agents vont avoir cette capacité à traiter différents types de problèmes et à s'adapter à des données, à des modifications dans le problème au cours de la résolution. Également une très bonne capacité de passage à l'échelle, c'est-à-dire de traitement de beaucoup d'entités dans le problème. Pour cette raison, et dans cette présentation, je vais considérer la conception d'un système multi-agent pour la résolution du problème des grandes couvertures. Voici pour la définition du problème. Maintenant, je vais passer aux contributions de la thèse en commençant par une nouvelle technique de maillage innovante que j'ai mise en place pendant la thèse, le maillage dynamique. Ici, l'idée, c'est de venir définir une grille de cellules d'entités géographiques élémentaires qui sont plaquées sur la zone au début de la mission et sur lesquelles vont venir se placer les mailles. L'autre propriété que les mailles vont pouvoir avoir, ça va être de modifier leur taille afin de mieux s'adapter aux données du problème. Car on voit ici que les mailles peuvent être placées de sorte à la fois éviter les zones nuageuses, mais aussi les zones précédemment acquises par d'autres satellites. Le revers de cette approche, c'est qu'on aura une augmentation de la complexité du problème. En effet, dans le cas du maillage statique, il y avait un certain nombre d'emplacements de mailles sur lesquels elles pouvaient être placées. Ici, on a autant de cellules qui sont autant de points d'origine pour venir placer les mailles. On a aussi la possibilité de modifier la taille des mailles, donc d'autant plus de possibilités de placement de mailles. Si on reprend les deux approches, à gauche, nous avons le maillage statique, qui aura pour particularité de minimiser les chevauchements entre les mailles au sein d'un même passage, et donc d'éviter les acquisitions superflues. À l'inverse, il aura cette impossibilité de s'adapter aux conditions et aux données du problème au fur et à mesure de la résolution. Et à droite, nous avons le maillage dynamique, qui, lui, va discrétiser l'espace de recherche et donc augmenter la complexité du problème, mais va permettre de placer les mailles de façon un peu plus fine, un peu plus précise, de sorte à minimiser le gâchis entraîné par les satellites. À partir de cette définition du maillage statique, nous avons émis une nouvelle formalisation. Cette formalisation reprend les éléments qu'on avait précédemment dans le cas des grandes couvertures, donc la zone, les centres de mission, les satellites, mais vient rajouter les cellules de la zone comme une nouvelle donnée. Et à partir de cette nouvelle donnée, j'ai conçu différents objectifs pour la planification des grandes couvertures. Déjà, le temps de complétion. La complétion ici va être notée comme le rapport du nombre de cellules validées par rapport au nombre de cellules totales. En effet, plus il y a de cellules validées, plus la grande couverture est proche d'être totalement complétée et envoyée au client. Le deuxième critère qu'on va considérer, ça va être le gâchis, qui va être le ratio entre le nombre d'acquisitions totales réalisées pour toutes les cellules par rapport au nombre de cellules totales. Intuitivement, ce à quoi ça correspond, c'est que pour un gâchis de 0, nous aurons acquis chaque cellule une et une seule fois.
Si toutes les cellules ont besoin de 2 acquisitions chacune pour être acquises, on aura un gâchis de 200%. Si elles ont toutes besoin de 2 acquisitions, on aura un gâchis de 300%, de 200%, pardon, etc. À partir de ces objectifs, on peut se demander pourquoi utiliser les systèmes multi-agents adaptatifs. Ils ont plusieurs particularités qui sont intéressantes dans le cas de notre problème. Déjà, il y a un grand nombre d'entités. Même sans le maillage dynamique, il y avait beaucoup de passages satellites et beaucoup de mailles. Et là, on vient rajouter cette notion de cellules et donc autant d'entités supplémentaires au problème. On a aussi un environnement qui est dynamique. On aura la possibilité d'avoir des mises à jour de la météo et les centres de mission qui vont nous renvoyer différents plans missions qui ont pu être montés à bord du satellite. On a aussi l'intérêt d'avoir une approche qui est bottom-up, c'est-à-dire de venir définir des comportements agents peu complexes au lieu de définir un système global, une méthode de résolution globale du problème qui serait beaucoup plus complexe. Maintenant, je vais passer au comportement des systèmes multi-agents adaptatifs dans leur ensemble, en commençant par cette notion d'agents qui sont des entités logicielles autonomes qui vont avoir un cycle de vie constitué de différentes phases. D'abord, une phase de perception dans laquelle ils vont recevoir les données de leur environnement. Ensuite, une phase de décision où ils vont inférer sur ces données pour définir une action à réaliser sur l'environnement. Et enfin, à proprement parler, une phase d'action, c'est-à-dire une altération de leur environnement. L'idée ici, c'est que ces agents agissent basés sur des connaissances qui sont locales, c'est-à-dire qu'ils n'ont connaissance que de leur voisinage et non pas de la totalité du problème. Ce que ça permet d'obtenir comme propriété, c'est qu'on aura des décisions qui seront décentralisées, chaque agent va réaliser ses propres décisions, et des connaissances qui sont distribuées. Aucun agent n'a la connaissance de la totalité du problème. À partir de ces propriétés, on peut voir apparaître l'émergence d'une fonction globale. Au lieu de définir une fonction d'évaluation globale du système, on va avoir une fonction qui va apparaître des échanges, de la coopération entre les agents. La première étape à suivre dans le cadre de la conception d'un système multi-agent, ça va être l'agentification. On va commencer par identifier les éléments du problème. Donc, on les a identifiés précédemment. Il s'agit de la zone, des cellules, des centres de mission, etc. Et parmi ces entités, on va vouloir sélectionner celles qui ont un impact sur le problème, c'est-à-dire celles qui ont la potentialité de réaliser ces phases de perception, de décision et d'action. Dans le cadre du problème des grandes couvertures, on va vouloir que ces agents aient un lien avec l'action du LARM, qui est le maillage. Pour ce faire, on va reprendre le problème, l'action, on va considérer que les mailles doivent être placées sur la grille de cellules et elles doivent l'être dans les passages des satellites. On trouve donc nos 3 types d'agents, les agents cellules, les agents mailles et les agents passage. Ces 3 agents vont être retrouvés dans le système multi-agent que j'ai conçu pendant la thèse, qui est GLIMS. GLIMS est un LARM, un système multi-agent LARM, qui a pour but d'optimiser le problème des grandes couvertures avec cette nouvelle formalisation du maillage dynamique. Dans la suite de la présentation, je vais présenter les différents comportements entre les agents cellules, mailles et passages, sachant que ces agents coopèrent entre eux par des échanges de messages. Je vais commencer par l'agent cellule d'abord. Cet agent, il a pour objectif d'être acquis puis validé, c'est-à-dire qu'il doit être pris en photo dans le cadre d'une maille. Pour ce faire, il va chercher à attirer les mailles sur sa position et à les garder sur sa position. Ce faisant, il doit justifier de son importance, de la priorité avec laquelle son besoin devrait être satisfait. C'est cette notion de criticité. Cela correspond à informer les autres agents du système de la priorité à donner à la résolution de son besoin. Et cette criticité va être arrangée de la façon suivante, dans un ordre lexicographique, c'est-à-dire avec les critères les plus importants en priorité vers les critères les moins importants. Ici, on voit que le premier critère est est-ce que la cellule est validée? Ce que ça veut dire, c'est que quand on va venir comparer 2 cellules pour savoir laquelle est la plus importante, 2 agents cellules, on va venir prendre ce premier critère de cellule non validée. Et si jamais une cellule est validée et l'autre est non validée, eh bien la cellule non validée sera jugée comme étant plus critique, plus importante. En effet, c'est intuitivement raisonnable, car une cellule non validée devrait être préférée pour l'acquisition puis la validation ultérieurement. Si on suit cette liste, dans le cas où 2 cellules seraient non validées, on va passer au critère suivant, la probabilité de validation sur le passage courant, c'est-à-dire la météo sur le passage courant.
Dans ce cas, on va venir comparer les deux météos, et si une cellule a de meilleures chances d'être acquise car sa météo est meilleure, eh bien, elle sera jugée comme plus critique. Et ainsi de suite avec les autres critères. Dans les critères suivants, on retrouve la probabilité de validation sur les passages suivants, c'est-à-dire la météo sur les passages suivants, le nombre de passages restants, qui correspond aux opportunités d'acquisition. Moins une cellule a d'opportunités d'acquisition, plus elle devrait être jugée comme étant critique, comme étant importante à acquérir. Et enfin, la proximité de cellules validées. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est de venir faire des zones de validation qui soient conjointes, mitoyennes, de sorte à ne pas créer de petits espacements entre les différentes zones de validation. Voici pour l'agent cellule. Maintenant, si on passe à l'agent maille, celui-ci aura pour but d'être aussi acquis et validé, de façon similaire à l'agent cellule, mais il va y avoir des capacités d'action sur les systèmes différentes. Dans le cadre des agents mailles, ils vont pouvoir se déplacer et s'étendre sur la grille de cellules. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver les cellules qui sont les plus intéressantes, les plus importantes à couvrir, de façon à ce qu'eux-mêmes aient de meilleures chances d'être acquises et validées. Ils doivent aussi justifier de l'importance de leur acquisition. Cela aura une importance par la suite. D'abord, je vais commencer par l'interaction entre les agents cellules et les agents mailles avec une notion d'adhésion. Cette adhésion, c'est la volonté des cellules de garder les mailles sur leur position et de les attirer vers elles. Si on prend un premier cas, le cas où les mailles n'ont pas encore atteint leur taille maximale, on va être dans le cas de l'extension. Ici, une cellule émet une requête d'adhésion vers un agent maille qui est proche dans sa vicinité, et l'agent maille reçoit ce message, le traite dans sa phase de perception, décision et action, et renvoie un message à l'agent cellule, car l'agent maille a pu modifier sa géométrie, a pu s'étendre jusqu'à la cellule pour l'englober. Dans une troisième étape, l'agent cellule reçoit ce message et modifie ses données internes et considère qu'elle est en adhésion à la maille. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que les mailles aient atteint leur taille maximale et à ne pas perdre des possibilités d'acquisition en ayant des mailles qui soient en dessous de leur taille maximale. Ça, c'est pour le cas où les mailles peuvent être étendues. Maintenant, dans le cas où elles ne peuvent pas être étendues, on va avoir affaire ici à un mouvement de maille. Ici, on voit qu'une cellule émet une requête d'adhésion vers la maille. Or, la maille a déjà atteint sa taille maximale. Pour se déplacer sur cette cellule, elle va donc devoir perdre un ensemble de cellules sur le bord opposé qui sont éventuellement en adhésion avec la cellule. Pour réaliser ce mouvement, elle va venir comparer la cellule de la criticité qui émet la requête d'adhésion à la totalité des cellules du bord opposé. Si la maille peut se déplacer car cette cellule est plus critique, alors elle réalise l'action de mouvement et envoie un message vers la cellule qui considère ensuite qu'elle est en adhésion à la maille. Dans le cas inverse où cette cellule serait moins critique que toutes les cellules du bord opposé, alors la demande d'adhésion serait rejetée, un message serait renvoyé vers la cellule qui ne demanderait plus alors à la maille de venir sur sa position. L'idée ici, c'est qu'on va chercher à faire en sorte que les mailles se déplacent, migrent vers les zones de forte criticité afin d'améliorer leurs chances d'être acquises et validées. Si on reprend ces interactions entre cellules et mailles, on a ce cas d'étude suivant où on vient prendre une zone d'intérêt avec différentes valeurs de criticité, le coin inférieur gauche ici qui est très peu critique et le coin supérieur droit qui est très critique. Et on va venir placer un ensemble de mailles à une taille initiale d'une seule cellule et observer leur comportement sur cette grille. L'adhésion sera représentée comme des traits bleus qui partiront du centre des cellules vers le centre des mailles. Si je lance l'animation, on voit qu'il y a un déplacement des mailles et une migration vers les zones de forte criticité. On observe ici aussi qu'il y a une absence de chevauchement entre les mailles. Il y aurait pu y en avoir si la solution s'y prêtait. Or, ici, on obtient un pavage régulier. On voit aussi apparaître une autre caractéristique qui est l'unicité de l'adhésion d'une cellule à une maille. En effet, une fois qu'une cellule est en adhésion à une maille, elle ne va pas chercher à faire venir d'autres mailles sur sa position si elles ne sont pas plus critiques que la maille à laquelle elle est déjà en adhésion. On voit ce principe dans la maille dans le coin inférieur droit, qui atteint sa taille maximale et ne reçoit pas de demande d'adhésion de la part des cellules qui sont au-dessus. En effet, ces cellules sont déjà satisfaites comme étant en adhésion à la maille supérieure, qui est plus critique que la maille qui est inférieure. Ça, c'est pour le comportement entre les agents cellules et les agents mailles. Maintenant, si on passe à l'agent passage, cet agent, il aura pour objectif de créer les mailles sur les cellules les plus critiques dans le passage
et aussi de vérifier la stabilisation du passage, c'est-à-dire le moment où il va pouvoir envoyer les requêtes d'acquisition vers les centres de mission. L'action qu'il va avoir, ça va être des suppressions et recréations de mailles à différents endroits du passage. Et pour ce faire, il va devoir juger de l'importance des mailles, de leur criticité. Et donc, on retrouve cette notion de criticité pour les mailles. Cette criticité, dans le cas des mailles, ça va être un tableau trié de criticité de cellules qui sont en adhésion à la maille. Dans cet exemple, on a la maille 1, qui a un ensemble de cellules qui adhèrent à elle. On va venir trier les criticités des cellules qui adhèrent à cette maille dans un tableau. Faire la même chose pour la maille 2 et venir comparer une à une les criticités entre cellules. On voit que dans les deux premières comparaisons, on a des égalités, mais dans le cas de la troisième, la cellule en adhésion à la maille 1 est jugée comme étant plus critique que celle qui adhère à la maille 2. La maille 1 sera donc, dans son ensemble, plus critique que la maille 2. Alors, à quoi va servir cette criticité d'agent maille pour l'agent passage? Elle va être utilisée dans différents cas, notamment le cas où les mailles ont atteint un état qui va être stable dans le passage, c'est l'exemple qu'on a ici, et où il y aura une mise à jour météo, c'est-à-dire une modification de données du problème, des prévisions météo, qui fera en sorte que certaines mailles ne seront pas placées de façon optimale dans le passage. Ici, on voit que la maille dans le coin supérieur gauche va être supprimée par l'agent passage et recréée dans le coin inférieur droit. Il y aura ensuite une auto-organisation entre agent cellule et agent maille, de sorte à ce que les mailles atteignent leur taille maximale ou se déplacent vers les zones de plus forte criticité. La question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi avoir supprimé cette maille, pourquoi ne pas en avoir simplement recréé une autre? Ici, on peut constater qu'on a l'importance d'avoir un sous-ensemble de mailles à envoyer en tant que requête d'acquisition au centre de mission. En effet, si on était amené à envoyer toutes les mailles dans un passage, beaucoup trop de mailles, on aurait cette surcharge des centres de mission et donc cette surcontrainte par rapport au nombre de missions, au nombre de mailles minimales qu'on pourrait envoyer. On a aussi l'apparition d'un évitement de minima locaux. En effet, la maille qui est ici, on voit qu'elle n'aurait eu aucune possibilité pour migrer naturellement vers la zone de forte criticité en bas à droite. L'action de l'agent passage va permettre d'éviter ce minimum local en venant la supprimer, en la recréant ailleurs. Dans le cas où l'agent passage n'aurait pas été inclus, on aurait gardé cet agencement de mailles tel que l'aurait fait un algorithme glouton, et on aurait donc eu une solution sous-optimale par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir. Si on résume la totalité des comportements des agents passage, on a ce cas d'étude suivant, où on va considérer la France et le cycle de vie d'un agent passage et les différents agents mailles au sein de ce passage qui vont être en interaction avec les agents cellules. Ici, on a un ensemble de mailles créées à l'état initial d'une seule cellule, et on va voir apparaître différentes acquisitions sur les passages antérieurs qui vont venir affecter les criticités des agents cellules et donc réordonnancer la façon dont les agents mailles vont se placer par rapport aux agents cellules. Si je lance l'animation, on voit l'auto-organisation des agents mailles par rapport aux agents cellules, ce déplacement, cette migration de certains agents mailles, puis une acquisition sur le passage courant, une validation sur le passage courant, et la grande couverture se poursuit jusqu'à la totalité et l'envoi au client. Si on reprend, on peut voir ici en bas à droite que certaines mailles vont être supprimées, puis recréées par l'agent passage, de sorte à maximiser les zones de forte criticité couvertes par les mailles. Je vais laisser l'animation poursuivre une dernière fois, histoire de voir l'action de l'agent passage. On a ici une maille qui va être supprimée, recréée ailleurs dans le passage, de façon à qu'elle soit plus critique, à ce qu'elle soit plus critique. Voici pour les contributions. Maintenant, je vais passer à la partie expérimentation, les travaux effectués sur Glimpse. Cette partie va être constituée de 3 axes. Le premier sera une évaluation des performances de Glimpse par rapport à l'algorithme glouton hiérarchique sur un scénario traditionnel rencontré en opérationnel. Ensuite, un axe sur l'évaluation de la robustesse de Glimpse, c'est-à-dire le fait d'utiliser Glimpse sur différents cas d'études, différents scénarios. Et enfin, un axe qui sera l'analyse de la sensibilité des critères de criticité des agents cellules. On a vu que ces critères de criticité sont particulièrement importants. En effet, c'est grâce à ces criticités que les agents mailles vont venir se placer sur différentes cellules et que l'agent passage va venir supprimer et recréer les mailles à différents endroits dans le passage. Pour suivre ce plan d'expérimentation, j'ai commencé par concevoir un générateur de scénarios pour les grandes couvertures
qui va prendre différentes données issues de données réelles de l'industrie, notamment les trajectoires des satellites qui m'ont été fournies par la participation industrielle et les caractéristiques des satellites. Également des données météo, c'est-à-dire que j'ai considéré des données météo existantes et je les ai brutées pour faire en sorte que ce soit des observations. On obtient dans ce cas des différences entre météo prévue et météo observée, ce qui est ce qu'on souhaite obtenir pour être représentatif par rapport au cadre opérationnel. Si on prend le premier axe, on a cette étude préliminaire des performances de Glimpse. Dans ce cas-là, j'ai défini un scénario initial qui sera l'Australie, couvert par 4 centres de mission qui ont chacun respectivement un satellite contrôlé. Les cellules seront de 30 km par 30 km. Et je suis venu définir 2 scénarios. D'abord, un scénario avec des satellites homogènes, puis un autre avec des satellites hétérogènes. Et je suis venu comparer le glouton en utilisant le maillage statique à Glimpse qui utilise le maillage dynamique. Donc les résultats sont présentés sous la forme suivante. Ici, on va avoir la complétion, la première métrique, avec en trait plein Glimpse, les résultats de Glimpse, et en trait pointillé, les résultats du glouton. Et à droite, le gâchis, avec l'évolution du gâchis au fur et à mesure de la résolution, en nombre de passages, jusqu'à la complétion de la grande couverture. Ce qu'on peut observer ici, c'est qu'il y a de très faibles différences entre les deux algorithmes, avec une très légère diminution du temps de complétion en faveur de Glimpse. Je le rappelle, le cas des satellites homogènes, c'est le cas où tous les satellites ont cette même taille de maille. C'est très intéressant dans le cas du maillage statique, c'est le cas idéal, car on va avoir cet évitement de chevauchement interpassage entre les mailles. Dans le cadre du maillage dynamique, on va souhaiter réaliser moins d'acquisitions en s'adaptant aux données du problème. On a vu que les résultats étaient très proches, cependant on peut un peu discuter l'évolution du gâchis. On voit une différence ici où Glimpse va réaliser un surplus de gâchis initial, va avoir des placements de mailles qui vont être en moyenne plus superposés par rapport au glouton, mais va réduire ce gâchis au fur et à mesure du reste de l'exécution en plaçant les mailles de façon plus adaptée, de façon à éviter les zones de forte nébulosité, par exemple. Dans le cas du glouton, on voit qu'il n'y a pas cette augmentation initiale, mais qu'au fur et à mesure de la résolution, on aura une augmentation du gâchis qui sera constante. Cela peut s'expliquer par le fait que le glouton ne va pas s'adapter aux zones de forte nébulosité. Ça, c'est le cas des satellites homogènes. Maintenant, si on passe aux satellites hétérogènes, on obtient ici des différences qui sont beaucoup plus marquées entre les deux algorithmes, avec une augmentation en moyenne de 10% en termes de complétion et de gâchis. Pour rappel, les satellites hétérogènes, c'est le cas où les satellites ont respectivement des tailles de mailles différentes. Dans ce cas, on va considérer des mailles strictement différentes. On va juger que les satellites sont strictement hétérogènes. C'est un cas défavorable pour le maillage statique, mais le plus couramment réalisé dans l'industrie, car il y aura des chevauchements intrinsèques entre les mailles. À l'inverse, le maillage dynamique va essayer de placer les mailles de façon à ne pas avoir de superposition entre les différentes mailles des différents satellites. Les résultats qu'on obtient ici montrent qu'il y a un meilleur positionnement des mailles, on a une amélioration du temps de complétion, et que ce meilleur positionnement des mailles entraîne une diminution de la réacquisition entre satellites. On a donc une diminution de 2 jours en termes de temps de complétion et de 700 000 km² de surface acquise. C'est autant de surface qui pourra être utilisée dans le cadre d'autres missions d'observation de la Terre par d'autres satellites. Maintenant, si on passe au deuxième axe, l'axe de la robustesse, on va bâtir sur ces résultats préliminaires et on va venir considérer différents critères dans nos scénarios de grande couverture. On a choisi d'étudier 4 critères: la taille de la zone d'intérêt, sa forme, la météo et le nombre de satellites. Et pour ces différents critères, je suis venu définir différents scénarios pour les estimer. Donc pour la taille de la zone d'intérêt, j'ai conçu 5 scénarios allant de l'Italie à l'Australie en taille croissante de zone d'intérêt. Pour la forme, j'ai choisi la Côte d'Ivoire comme ayant un pays avec une forme rectangulaire et la Norvège comme étant un pays avec une forme élongée. Au niveau de la météo, j'ai considéré la Birmanie en été ayant une météo favorable et je l'ai comparée à la Birmanie pendant la période de mousson avec une météo extrêmement défavorable. Et enfin, pour le nombre de satellites, je suis venu prendre l'Australie et 3 scénarios différents allant de 2 à 4 satellites. Je vais passer rapidement sur les différents résultats que j'ai obtenus en commençant par la taille de la zone d'intérêt. Donc, les résultats seront présentés de la façon suivante. Là, nous avons les métriques, la complétion en termes de nombre de passages et en jours équivalents et le gâchis en pourcentage.
et je suis venu comparer le glouton à Glimpse. Ici, nous avons les différents scénarios et les éventuelles différences entre les résultats obtenus par Glimpse et les résultats obtenus par le glouton. Le glouton servant de référence par rapport aux résultats de Glimpse. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une égalisation des résultats en termes de temps de complétion pour les petites zones, les grandes couvertures de petite taille. Or, dans le cas des pays de plus grande taille, dans le cas de la Birmanie, de l'Algérie et de l'Australie, on constate une amélioration significative de l'ordre de 10% en termes de temps de complétion. C'est particulièrement intéressant car dans l'opérationnel, dans l'industrie, on rencontre le plus souvent des pays à cette échelle-là plutôt que des pays à la taille de l'Italie ou de la France. Pour le gâchis, on voit une amélioration qui va être constante en faveur de Glimpse, que ce soit pour des pays à petite taille ou des grandes couvertures de type Australie, par exemple. Ça, c'est pour les critères de la taille de la zone d'intérêt. Maintenant, si on passe à la forme, on voit qu'il y a une égalisation pour la Côte d'Ivoire, qui est également un pays qui est plus petit que la Norvège, mais les résultats sont assez peu différents également pour la Norvège. On constate une petite amélioration en temps de complétion. Une amélioration du gâchis constante. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir venir voir de façon empirique sur les résultats que nous avons obtenus que les mailles dynamiques vont pouvoir s'adapter au placement sur les bords des corridors qui sont particulièrement présents dans le cadre d'un pays élongé tel que la Norvège. Voici pour le critère de la forme d'intérêt. Maintenant, si on passe au critère de la météo, la comparaison entre le glouton et Glimpse dans le cas de la Birmanie en été montre qu'il y a une très légère amélioration du temps de complétion en faveur de Glimpse, mais une égalisation pour la période de la mousson. Là, ce qu'on voit apparaître ici dans ce cas, c'est la présence de goulots d'étranglement pendant la résolution de la grande couverture. En effet, pendant la période de la mousson, certains ensembles de passages seront tellement négatifs, tellement peu propices à la réalisation d'acquisition, que le glouton va pouvoir rattraper les résultats de Glimpse. Et donc, on va avoir cette égalisation progressive par palier qui va faire en sorte que, à terme de la grande couverture, on a l'égalité entre les résultats pour le temps de complétion. Ce qu'on observe cependant, c'est que malgré la présence de ces goulots d'étranglement, on a une amélioration de gâchis en faveur de Glimpse. Enfin, pour le dernier cas de la robustesse, pour le dernier critère, on a ce nombre de satellites. Ici, les performances en termes de temps de complétion sont relativement similaires entre les deux algorithmes. On retrouve cette amélioration de gâchis en faveur de Glimpse qui est constante. Le point d'intérêt à remarquer ici, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser Glimpse en tant qu'outil de décision pour le dimensionnement des constellations de satellites. C'est-à-dire qu'on voit que dans le cas où on a deux satellites, on a besoin d'utiliser 32 jours pour réaliser la totalité de la grande couverture. Dans le cas où on rajoute un satellite où on passe à 3, on a besoin de 16 jours. On a donc diminué de moitié le temps. Mais si on passe à 4 satellites, on a uniquement une réduction de 2 jours. On peut donc considérer que, au-delà de ces considérations de métrique de temps et de gâchis, on pourrait introduire une nouvelle notion de coût et en tant que LARM, justifier de l'ajout d'un satellite ou non basé sur la réduction du temps qui sera entraîné par rapport à une constellation déjà existante. Voici pour l'axe robustesse. Maintenant, si nous passons sur le dernier axe, l'axe de l'analyse de la sensibilité des critères de la criticité. Ici, l'objectif va être de constater les différences de performance obtenues avec Glimpse dans le cas où on vient modifier les criticités des agents cellules. Pour ce faire, je vais définir une nouvelle notion, la notion de variant, qui va représenter un ordre lexicographique de critères de criticité. Si on prend à gauche un ensemble de critères, on voit un premier variant possible, qui sera un ordre lexicographique de d'abord le critère de validation, puis le critère de météo sur le passage courant, météo sur les passages futurs, et enfin le nombre d'opportunités d'acquisition sur les passages restants. On voit un deuxième variant possible qui sera un autre ordre de critères et qui donnera donc un autre variant. Pour juger de la performance de Glimpse avec ces différents variants, j'ai d'abord commencé à définir une liste de variants avec l'intuition des experts du système qui sont cohérents. Et donc, on va retrouver des variants qui n'auront qu'un seul critère, jusqu'à des variants qui auront différents critères ordonnancés de différentes façons, pour atteindre des variants jusqu'à 4 critères différents. Pour venir tester ces critères, j'ai défini un ensemble de scénarios organisés dans un benchmark. Ce benchmark va contenir différents pays, la France, l'Australie, l'Algérie et l'Italie.
Et par souci d'équité, j'ai considéré 5 scénarios avec des satellites homogènes et 5 scénarios avec des satellites hétérogènes à différentes dates d'occurrence et à différentes tailles de cellules. Avec les résultats que j'ai obtenus, j'ai pu juger que le variant 35 dans la définition de mes différents variants était le plus intéressant, celui qui fournissait les meilleurs résultats. Celui-ci va venir considérer d'abord si les cellules sont validées, puis leur météo sur le passage courant, la probabilité, le nombre d'acquisitions restantes potentielles sur les passages futurs, et enfin la météo sur les passages futurs. Les résultats qu'on obtient ici montrent qu'il y a de temps en temps des améliorations en faveur du glouton par rapport à Glimpse dans le cas de certains cas homogènes. Il pourra donc éventuellement être préférable d'utiliser le glouton par rapport à Glimpse sur certains cas homogènes. Dans le cas des scénarios hétérogènes qui sont les plus couramment représentés dans l'industrie, on voit qu'il y a une égalisation certains résultats en termes de temps de complétion, mais qu'on va avoir une amélioration des résultats en termes de gâchis, excepté sur un scénario, en faveur de Glimpse. Ce qu'on voit aussi apparaître ici, c'est la possibilité de déterminer différents variants de Glimpse pour s'adapter à différents scénarios. En effet, ce variant a été le plus propice à obtenir de bons résultats pour ce benchmark. Si on avait défini un benchmark différent, constitué de scénarios différents, on aurait éventuellement trouvé des variants différents. Voici pour la partie expérimentation. Maintenant, je vais réunir toutes les données que j'ai présentées dans cette présentation et conclure. En commençant par mes contributions scientifiques, d'abord, dans le cadre de la thèse, j'ai conçu un système multi-agent adaptatif pour l'optimisation d'un problème combinatoire qui est peu recherché dans la littérature. J'ai aussi défini un plan d'expérimentation avec une analyse de sensibilité de critères de criticité d'agents coopératifs qui pourra être réutilisé par la suite dans le cadre d'autres thèses et d'autres études qui considéreront d'autres agents coopératifs. J'ai aussi mis en place un processus d'adhésion entre différents types d'agents avec différents niveaux. C'est-à-dire que si jamais on prend le cas de l'agent cellule, un agent micro qui va chercher à coopérer avec un agent macro, l'agent maille, de façon à ce qu'il adhère à lui, eh bien, on pourra reprendre ce processus et l'appliquer à d'autres cas de figure où on rencontrerait d'autres types d'agents micro et d'agents macro. Ça, c'est pour mes contributions scientifiques. Maintenant, si on passe aux contributions opérationnelles, d'abord, j'ai commencé à proposer une nouvelle technique de maillage. La plus couramment rencontrée dans l'industrie est le maillage statique, qui a pour contrainte d'être peu flexible et de s'adapter assez mal aux données du problème. J'ai donc proposé une nouvelle technique de maillage qui augmente la complexité du problème, mais qui vient permettre de placer les mailles de façon un peu plus fine dans l'espace de recherche. J'ai aussi proposé une nouvelle formalisation du problème des grandes couvertures en utilisant le maillage dynamique, qui est aussi une proposition de la thèse. Et enfin, je suis venu contribuer à l'état de l'art de la résolution de problèmes opérationnels de découpage de plans 2D qui sont rencontrés dans d'autres industries que le domaine satellitaire. Voici pour mes conclusions. Maintenant, je vais présenter quelques perspectives, quelques axes de continuité des résultats que j'ai obtenus pendant ma thèse, en commençant par l'amélioration des interactions entre les agents. On a vu qu'il y avait de très fortes coopérations entre les agents cellules et les agents mailles. Or, certains cas de figure ne peuvent pas être résolus uniquement avec cette adhésion et cette coopération entre les agents. On peut penser à certains cas où le déplacement synchronisé de deux mailles dans une même direction permettrait d'augmenter leur criticité à chacune. Or, cela n'est pas possible avec uniquement l'adhésion des cellules vers les mailles. On peut aussi penser à un axe d'extension des résultats que j'ai obtenus pendant la thèse, afin, dans un premier temps, par exemple, d'explorer des techniques d'apprentissage pour la détermination des criticités des différents agents de Glimpse. On peut aussi généraliser l'approche de Glimpse à d'autres problèmes similaires. Je l'ai cité, par exemple, les problèmes de découpage de plans 2D. Et enfin, on peut s'intéresser à la représentativité du problème des grandes couvertures et venir intégrer des techniques d'imagerie moderne. Alors, je vais poursuivre sur deux axes qui m'ont semblé être les plus intéressants. D'abord, l'apprentissage de la criticité. On a vu que l'impact des critères de criticité des agents cellules était extrêmement important dans Glimpse. L'idée ici, ce serait de venir définir une méthode d'apprentissage de sorte à ce que cette criticité ne soit pas déterminée de façon empirique, mais grâce aux résultats de la résolution de Glimpse. On a deux axes potentiels, un apprentissage en boîte noire, où les données finales de Glimpse, la résolution de la grande couverture, fournirait
différentes métriques, le temps de complétion, le gâchis. Ces données seraient données en entrée à un réseau neuronal qui viendrait fournir différentes variantes, différents critères de criticité des agents de cellules et viendrait améliorer les résultats de Glimpse sur ce même scénario dans le futur. On a un deuxième cas possible qui est l'apprentissage par passage, où là, au lieu de prendre les résultats finaux, on va considérer que chaque sortie de passage, chaque ensemble de mailles qui ont été fournies en tant que requête d'acquisition acquises et éventuellement validées, sont autant de récompenses disponibles pour un réseau neuronal qui va venir mettre à jour un système de notation et venir mettre aussi également à jour un variant de Glimpse qui serait évolutif au fur et à mesure de la résolution du problème. Ça, c'est pour l'apprentissage de la criticité. J'ai aussi parlé de traitement d'image et de représentativité du problème. Ici, on va venir considérer la validation partielle. En effet, dans le cadre de cette présentation, j'ai considéré que les mailles étaient acquises, puis intégralement validées. Les techniques d'imagerie moderne nous permettent de faire en sorte que seulement des parties des mailles soient validées. C'est peu intéressant dans le cas où on utilise le maillage statique. En effet, l'intégralité de l'emplacement de la maille va devoir être acquis dans le futur, si jamais on a une nébulosité qui est présente sur l'image. Or, dans le cas du maillage dynamique, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de venir placer les mailles de façon un peu plus fine, un peu plus précise, et de combler les espaces qui ont été créés par la validation partielle. Je vous laisse avec une rapide animation de Glimpse sur l'Australie, en train de réaliser la grande couverture avec 4 satellites. Et je vous remercie de votre attention. Merci de cette présentation. Et donc, nous allons passer à la partie des questions. Et donc, je vais d'abord donner la parole au rapporteur et donc à René Mandiot. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais commencer par te féliciter pour ce travail. J'ai bien aimé ta présentation parce qu'on voit bien l'état de l'art, la contribution théorique et la contribution expérimentale, pratique, les transparences de très bonne qualité. Donc, j'ai trouvé que j'ai beaucoup apprécié l'aspect donc pédagogique de cette présentation. Alors, j'ai passé à quelques questions. Euh, donc, bon, je vais. En fait, dans l'état de l'art, tu définis donc l'algorithme Bouton, tu cites l'algorithme Bouton, tu cites aussi les métaheuristiques, et tu ne fais pas de comparaison avec la seconde approche. Pourquoi? Alors, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de la thèse. On a, dans le cadre de la fin de la thèse, encadré un stage réalisé par Enzo Pezzali sur la comparaison de Glimpse à d'autres métaheuristiques. Pour ce faire, on a d'abord commencé par définir un, un système en programmation linéaire en nombre entier, c'est-à-dire un ensemble d'équations qui permettrait de résoudre le problème de façon exacte. Et on est venu appliquer un solver pour obtenir des solutions exactes pour des ensembles de petites zones, de petites instances. Et on s'est intéressé aussi à comment est-ce qu'on pourrait améliorer le glouton de façon à intégrer les métaheuristiques. Dans ce cadre-là, on est venu définir une hybridation avec un recuit simulé de façon à améliorer une solution existante, une solution initiale du glouton hiérarchique. Et on a obtenu des résultats préliminaires, les suivants, où Ciplex, le solver, obtenait des résultats exacts sur de petites instances. On a constaté que l'hybride obtenait de meilleurs résultats que le glouton. Donc effectivement, il y a une marge de progression par rapport aux résultats qu'on a obtenus dans le cadre de la thèse pour le glouton. Ce qu'on constate cependant, c'est que le solver a beaucoup de mal à réaliser de grandes instances. Là, on a pris le Brésil, où le solver n'arrivait pas à trouver dans un temps satisfaisant une solution. On constate qu'il y a une très légère amélioration de l'hybride par rapport aux résultats du glouton. Donc, on a fait cette démarche pour la comparaison vers d'autres métaheuristiques. C'est pas quelque chose qui a été réalisé dans la thèse, mais c'est un axe de recherche éventuel par la suite, de venir comparer les résultats de Glimpse aux résultats de ce glouton hybride ou à d'autres métaheuristiques qu'on peut appliquer au problème des grandes couvertures. Oh, ok, c'est bien d'avoir commencé. Donc, deuxième question. Donc, l'état de l'art, tu présentes le maillage statique. Tu dis, voilà, je
je propose le maillage dynamique et avec les trois types d'agents, donc cellules, mailles et passages. Et à un moment, donc, tu parles de taille de la maille, de la taille de la cellule, mais qui définit ces tailles? Alors, la taille de la maille, au niveau de sa largeur, elle va être principalement définie par la capacité d'acquisition de l'instrument à bord. Il va y avoir différentes, c'est ce qu'on va appeler une fauchée. Il y aura différentes fauchées selon les satellites, selon leur génération. Au niveau de la longueur de la maille, c'est un paramètre que nous avons défini nous-mêmes avec l'intuition des experts du domaine et ce qui est couramment utilisé dans l'industrie. C'est quelque chose qui est éventuellement modifiable, mais plus les mailles sont grandes, plus on risque d'avoir cette nébulosité présente. Si on utilise de plus petites mailles, on va éventuellement sous-utiliser la capacité d'acquisition du satellite. Il faudra réutiliser beaucoup de manœuvres pour se déplacer d'une maille à l'autre. On aura moins de chances d'avoir la présence de nuages sur les mailles. Alors, le maillage dynamique, donc tu diminues donc le gâchis, mais tu augmentes les temps de calcul. Le temps de calcul est effectivement augmenté par rapport au glouton. Cependant, quand on réalise des plans de mission, il y a différents temps raisonnables et non raisonnables. Oui, Là, on constate que, par exemple, 48 heures pour obtenir un plan de mission, c'est déraisonnable par rapport à la réactivité qu'on souhaiterait avoir. Dans le cadre de Glimpse, on a constaté que les temps de calcul sont quand même suffisamment peu élevés par rapport au glouton pour atteindre ces temps raisonnables d'obtention des plans. d'accord. Ok. Alors, j'avais une question sur l'aspect aussi approche agent. Euh, c'est en termes de démarche pour identifier les agents, pour identifier. Dans le mémoire, je crois que c'est pas, ça aurait pu être un peu mieux développé selon moi, mais après, le nombre de pages étant limité, etc. Est-ce que tu pourrais réexpliquer ta façon de voir ce problème-là par rapport à ta façon de le modéliser? Je vais revenir sur la diapositive en question. Donc, cette partie-là Oui, d'agentification. oui, Oui. Donc là, on a différents éléments, des entités du problème, donc, qui comprennent jusqu'à la météo, différentes entités qui vont être actives ou passives. La météo, vont être des données, donc on va les considérer comme une entité passive. Et parmi les entités actives qui ont éventuellement un impact sur le problème, on retrouve les satellites, les centres de mission, les cellules, les passages. Et ici, on va venir définir lesquels ont la possibilité d'agir sur le système, c'est-à-dire qu'on vient jauger de certains agents, certains éléments qui pourraient communiquer entre eux, qui pourraient s'échanger des messages de façon à améliorer le placement des mailles. Là, dans ce cas, on a considéré que les mailles, pour se déplacer, elles allaient devoir communiquer avec les cellules qui sont le support de leur placement, et que pour déplacer les mailles au sein du passage du satellite, on allait prendre l'agent passage, qu'on aurait aussi pu appeler l'agent corridor. Ça aurait été tout d'accord. aussi raisonnable. Ok. Alors, j'avais une question sur l'aspect expérimentation. Euh, donc, tu as développé un outil qui s'appelle Glimpse, Oui, mais en fait, c'est développé dans quel langage, c'est c'est pas dit, ou quelle plateforme? effectivement, donc je vais Si, si je peux avoir quelques détails. je vais remettre une animation, histoire qu'on voit donc le comportement. Donc Glim s'est développé sous Java. D'accord. L'IHM qui est ici est développé sous JavaScript. Et non, pardon, sous Java Swing. Et voilà, j'ai choisi Java dans la continuité des travaux que nous avions déjà D'accord. utilisés dans le cadre de stage que j'avais aussi réalisé à l'IRT Saint-Exupéry. D'accord. Alors, après, c'est par rapport au nombre de satellites. Au max, il y en a quatre. Je suppose que c'est des contraintes suffisantes c'est des contraintes liées au domaine d'application. Et dans un certain transparent, j'ai peut-être pas bien noté, je crois que c'est on va dire le 44, allez. 44? Euh, bon, c'est pas le 44 perdu. Peut-être avant, un peu après.
Hmm. Bon, j'ai raté, c'est pas grave. Vous me dites? Non, mais en fait, c'est transparent où on voit la variation du nombre de satellites, donc 2, 3, 4, Oui, sur le même scénario. d'accord, je vais essayer de retrouver celui-là. Voilà, par Hmm. exemple. Et lorsqu'on regarde les chiffres, alors, pour Glimpse, on passe par exemple pour la complétion de 158, on passe ensuite à 121 et ensuite on remonte à 140. Pour le gâchis, on a un phénomène qui est aussi du même style. Euh, Y a-t-il une raison? Oui, on a un phénomène qui apparaît ici, qui est que l'acquisition de certaines mailles à certains moments gêne l'acquisition d'autres mailles Ah, à d'autres moments. Et du coup, le fait que, en fait, il aurait été préférable qu'un satellite ne réalise pas son action, ça aurait été plus optimal qu'on ait uniquement cette acquisition sur un passage ultérieur. d'accord. Effectivement, ça va devenir diminuer la criticité des cellules, c'est ce qu'on voyait Mm, apparaître dans mm. le cas précédent, le cas d'étude précédent, d'acquérir une zone, ce qui permet d'éviter de faire des chevauchements entre les différentes acquisitions des satellites. Et donc, c'est aussi une question qui est liée à cet aspect-là. L'idée, c'est aussi de proposer un outil de décision et donc de déterminer le nombre de satellites. Mhm. Euh, Comment tu vois ce genre de choses? Alors, il y a une façon qui est empirique, qui est de prendre les résultats pour différents Oui, scénarios et de oui, choisir le nombre de satellites adaptés. On peut aussi considérer un apprentissage où on aurait un réseau de neurones qui viendrait nous définir différents ensembles de satellites qui seraient judicieux d'utiliser pour une mission. d'accord. Par apprentissage, ok. Mhm. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci. pour ces réponses et à nouveau, félicitations pour ce travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour reprendre la tradition des jurys de thèse, ça va être la parole au deuxième rapporteur, c'est-à-dire moi-même. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les encadrants de m'avoir invité à rapporter sur cette thèse. J'ai trouvé ce travail très intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié le manuscrit et les efforts pédagogiques qui avaient été faits, même s'il y avait encore quelques ondes d'ombre. Et effectivement, l'exposé pour moi était très clair, avec un réel effort pour faire comprendre le problème et sa difficulté. Et j'ai réellement apprécié tous ces efforts qui sont là. Et du coup, ça a enlevé pas mal de questions que j'avais au départ, Merci. mais j'en ai quand même mis quelques-unes. Donc, je vais commencer. Euh, alors, j'ai une première question, en fait, qui est d'ordre général. Donc, quelque part, Angleterre. Sur le transparent numéro 6, il était. Numéro? Numéro 6. Oui. 6. C'est pas grave, il y en a plusieurs. Ça marche encore, oui. Je vais voir si ça va. En fait, tu dis que le problème est complexe et en fait, c'est plus une réflexion générale sur le problème. On va essayer de parler un peu plus fort. Vous m'entendez? Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on parle de complexité, mais par rapport à ce type de problème, j'ai l'impression qu'il y a deux définitions de la complexité qui pourraient apparaître. Une première définition de la complexité, c'est dans le sens des systèmes complexes. Et la deuxième, c'est en termes de difficulté de résolution. J'ai l'impression qu'on mélange un petit peu les deux. Et j'aurais bien voulu avoir ton sentiment là-dessus, parce que euh, c'est une réflexion que je vais avoir par rapport à ça, parce que je trouve ça intéressant. À savoir que quand on formule le problème, je ne sais plus c'était sur quel problème, sur quelle transparence, quand on formule le problème, on peut rendre ce problème comme n'étant pas complexe d'un point de vue de la complexité, lorsqu'on fait du peloton par exemple, et de l'autre côté, quand on met de la coordination, ce genre de choses, on en fait un système complexe. Et donc, je voudrais aimer avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu avais une réflexion par rapport à ça? Déjà, il y a la question de pourquoi est-ce qu'on a considéré que c'était un problème complexe. Ce sur quoi on s'est basé pour avoir cette réflexion, c'est que le problème de planification d'un seul satellite est un problème qui est couramment considéré dans la littérature comme étant déjà un problème extrêmement complexe. Il faut gérer les manœuvres des satellites et les différentes acquisitions qui sont à réaliser dans le cadre de l'évaluation d'un plan de mission. Là, ce qu'on rajoute par-dessus, c'est la coordination de différents satellites et le placement de différentes mailles qui ont des contraintes les unes par rapport aux autres. On juge donc que par rapport à ce problème, on vient augmenter la complexité. Donc on se réfère à ça comme étant un problème déjà complexe
de référence. Ensuite, au niveau de la réflexion, est-ce que c'est possible de répéter la question? Je vais essayer. L'idée pour moi, c'est qu'en fait, on a deux aspects qui sont l'aspect système complexe et l'aspect problème complexe ou problème difficile. Et je me pose la question de savoir si tu avais des idées pour un petit peu formuler ce domaine pour que l'on puisse, par exemple, dire, ben voilà, si on fait, j'ai presque envie de dire, si on prend un système, alors peut-être que j'ai des bêtises, mais on prend par exemple un maillage statique avec du glouton, en fait, on va voir quelque chose qui ne sera pas un système complexe, tel qu'il sera formulé, et dont la résolution ne sera pas trop difficile, puisqu'on va être modulo le tri sur du linéaire. Hein. Alors que si on commence à mettre du maillage dynamique, des interactions entre les mailles, etc., on va avoir différents types d'interactions. Donc, on va arriver sur un système complexe, et de l'autre côté, on aura aussi une complexité qui, a priori, voudrait augmenter. Et donc, si on prend ces deux dimensions de la complexité, complexité en termes de système complexe et complexité en termes de difficulté, je voulais savoir si ça a évoqué pour toi des pistes de réflexion et des pistes de structuration. D'autant plus que ta réponse partielle au début, je me permets de compléter ma question, tu as dit, voilà, en fait, on va augmenter la complexité du problème. J'ai envie de dire, je ne suis pas d'accord, parce qu'on pourrait très bien avoir une formulation du problème qui soit différente, mais qui n'augmente pas la classe de complexité. Et donc, je me posais ces questions-là parce que par rapport au domaine qui est effectivement difficile, ça pourrait être peut-être intéressant d'avoir ce genre de réflexion. Et je voulais donc savoir, toi, si tu avais des pistes, des idées par rapport à ça ou pas. On a un moment pour réfléchir. Tout. Je considère qu'effectivement, le fait d'avoir défini le maillage statique, d'avoir rajouté la grille de cellules, ça vient augmenter la complexité du problème. Après, du coup, est-ce que ça a forcément une corrélation avec la difficulté de résolution du problème? Ça, je ne suis pas sûr que j'arriverai à d'avoir une réponse définitive là-dessus. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que le fait d'utiliser le glouton sur ce maillage dynamique entraînait souvent d'assez mauvais résultats et que le fait d'utiliser Glimpse et l'auto-organisation des mailles nous permettait d'avoir un meilleur résultat par rapport au glouton. Donc, est-ce que le fait d'utiliser la métaheuristique dans ce cas-là, qui nous permet d'obtenir de meilleurs résultats, montre que c'est un système qui a augmenté en complexité? Je- J'aurais tendance à dire oui. Ce serait ma réflexion là-dessus. Et une deuxième piste, mais ce n'est pas une question, c'est peut-être aussi le fait que dans l'algorithme glouton, il n'y a pas de backtrack, alors que dans Glimpse, on a ces possibilités-là, peut-être. Oui. Merci. Alors, alors j'ai quelques questions encore. Alors, oui, pour revenir un petit peu sur la méthode de résolution, moi j'ai une question sur la méthode qui était dans Glimpse, que j'ai pas tout à fait compris et je voudrais être sûr d'avoir bien compris ou pas, de compléter. J'ai l'impression qu'on a un problème de stabilisation avec Glimpse, notamment parce qu'on travaille à partir d'informations locales et qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à stabiliser un petit peu le système pour arriver à quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est le rôle de l'agent passage. Oui, C'est effectivement. ça. Et donc, je me pose une question, pourquoi ne pas avoir adopté une approche top-down à partir de l'agent passage? L'agent passage va tout de même avoir des communications avec les agents. Les agents mailles vont transmettre le fait qu'il n'ait plus de mouvement, qu'il soit stabilisé. Donc, on va tout de même avoir cette coopération entre les différents types d'agents. On aurait éventuellement pu définir l'agent passage comme un algorithme top-down. Ce qu'on a préféré intégrer ici, cette coopération, cette caractéristique des systèmes multi-agents coopératifs qui nous garantit que l'agent passage va garantir que la cellule qui sera la plus critique dans le passage sera couverte par une maille et que ce ne sera pas une autre cellule ailleurs qui soit moins critique, qui soit couverte au lieu de la cellule la plus critique. Je continue un petit peu. Alors, j'ai bien aimé ces perspectives autour de l'apprentissage. Et j'avais un certain nombre de questions, mais on va pas revenir sur les transports qui étaient faits, ça donne des pistes. Par contre, la réponse à une question de René m'a amené une question ou une ouverture potentielle ou pas. Parce que j'avais une première question, je disais, mais tiens, dans un certain nombre de cas de figure, Glimpse donne le même résultat que l'algorithme Boudon. Et puis,
Il a été dit à un moment donné, OK, et pourquoi, en fait, on pourrait pas, et il y a une réponse qui me disait, bah oui, en fait, il y a des trucs qui gênent au niveau des passages, et donc c'est pour ça qu'on a le même type de résultat ou ce genre de choses. Et je me posais la question, est-ce qu'on pourrait pas apprendre de la résolution de Glims? C'est-à-dire avoir un système où on voit que Glims fait une forme de planification, on pourrait essayer de caractériser cette planification, et étant donné que le problème est relativement contraint dans un certain nombre de cas de figure, ça peut abstraire un petit peu ces planifications pour faire des plans partiels et utiliser de l'apprentissage pour dire, bah voilà, sur ce genre de problème, voici le genre de résolution qu'on pourrait avoir. Et question ouverte par rapport à ça, est-ce que ça aurait un lien aussi avec les analyses de sensibilité et les différents variants qu'il y avait? En sachant que pour savoir le variant qu'on utilise, bah, ça va dépendre aussi des caractéristiques du problème. Je vais revenir sur la slide en question, celle-ci. C'est un peu l'approche que j'ai présentée ici, c'est-à-dire que le fait d'avoir ce maillage pour chaque passage, c'est ça qui va être la donnée d'entrée pour l'apprentissage. Donc on va effectivement essayer d'inférer d'un agencement de mailles des potentiels variants qui seraient intéressants et qui sont obtenus à partir des récompenses qu'on a obtenues avec les mailles. Si jamais ces mailles ont pu être validées, alors il y aura une forte récompense liée au variant qui aura été utilisé. À l'inverse, si jamais on a une exploration d'un variant qui aura un critère différent et qui permettra de valider plus de mailles, c'est celui-là qui sera préféré dans la suite de la résolution. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, mais en fait, tel que c'est formulé là, je vois pas, par exemple, des informations sur les caractéristiques du problème. Le fait que la géographie peut avoir un effet, le type de météo, éventuellement aussi, puisqu'on apprend sur des données qui sont tout on va dire un mois, par exemple, de météo, mais on pourrait avoir aussi des probabilités. Donc, un apprentissage par renforcement profond ou pas pourrait aussi peut-être avoir des trucs et dire, voilà, si on est sur ce type de choses, on peut avoir quelque chose de mieux ou moins bien. C'est un Oui, petit peu le sens de ma réflexion. tout à fait. Oui, c'est quelque chose qu'on a considéré dans la thèse. Là, ce qu'on prend, c'est des données de météo observées et qu'on vient bruiter pour faire ces prévisions. Mais on a aussi considéré la possibilité d'ajouter de la climatographie, en fait, des données régulières au fur et à mesure des années, qui viendraient nous donner des moyennes et des probabilités d'acquisition réussie, de validation pour différentes zones. Par exemple, dans le cas de la Birmanie, on saurait effectivement que beaucoup de mailles seraient par défaut inutilisables parce qu'on sait que la climatographie pour ce moment-là est extrêmement mauvaise. Et donc, pour terminer, dans tes contributions, tu as parlé de contributions scientifiques, de contributions opérationnelles. Moi, j'aime bien aussi, dans tous les travaux de thèse, valoriser le code qui est produit, Mhm. parce que je pense que c'est quelque chose qui est insuffisamment valorisé dans nos disciplines, et ça représente aussi un temps qui est assez énorme par rapport au temps qui est passé sur la thèse. Et donc, moi, j'aurais voir une petite question pour justement valoriser les efforts qui ont été faits concernant bah, la taille du code, son niveau de diffusion, son niveau de documentation, son niveau d'utilisation et ce genre de trucs. Bien sûr, ça aussi, il y a des problèmes de confidentialité. Mais... Non, non, le code que j'ai produit dans la thèse est disponible dans le cadre de l'équipe et alors, ce n'est que subjectif, hein, mais je considère l'avoir documenté suffisamment pour qu'il soit maintenable par la suite si jamais d'autres thèses ou d'autres stages devaient reprendre ces travaux et étendre les résultats qui ont été obtenus. Euh, je pense aussi que Glimpse est adaptable à d'autres problèmes en modifiant certaines contraintes que nous avons définies, mais qui sont modifiables suivant un effort de code voilà, variable selon le problème qu'on cherche à résoudre. Par exemple, est-ce que c'est utilisable par d'autres personnes ou est-ce que juste le développeur qui peut bosser avec? Après, il y a une interface graphique, c'est ce que Hmm. j'ai développé dans le cadre de la thèse, dans laquelle on peut venir rentrer de nouvelles données satellitaires, différents passages. Donc, non, ça c'est utilisable effectivement pour une utilisation qui n'est pas réservée aux développeurs. D'accord. Merci. Merci. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Madame Nadia Kabashi comme examinatrice. Merci, Monsieur le Président. Donc, Timothée, je joins ce qui vient d'être dit par mes collègues par rapport à cette présentation. Donc, j'ai beaucoup apprécié, effectivement, très pédagogique et on arrive bien à suivre et à nous capter jusqu'au bout. Donc, je vous félicite, ne serait-ce que pour ça. J'ai quelques questions, mais pour
pour mieux comprendre en fait des interrogations comme ça. Je n'ai pas vu en fait dans vos slides, hein, ne serait-ce que par rapport au système multi-agent, parce que c'est quand même le centre de votre travail et leur coopération, etc. Aucun exemple de protocole, de comportement, de message, etc. C'est ce que je regrette un petit peu. Oui. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus? Oui, effectivement, je peux un peu creuser sur ce sujet. Donc, dans le cadre de la conception de Glimpse, on a considéré différentes situations de non-coopération. C'est ça qui va définir les protocoles de résolution des conflits entre les agents et des situations difficiles rencontrées. Donc là, j'ai cité quelques exemples. Par exemple, un signal qui serait ambigu pour un agent ou une action qui n'aurait pas d'impact sur le système. Et pour résoudre ces difficultés rencontrées, ces situations, j'ai utilisé le modèle Hamas-Forat, qui permet de définir des protocoles d'échange entre les agents. Donc, les agents vont avoir deux rôles possibles, contraint ou service. Là, dans le cadre de la thèse, les agents cellules, par exemple, sont contraints et les agents mailles sont service. Le fait donc qu'un agent cellule émette un message, une requête d'adhésion vers l'agent maille, le fait qu'on utilise le modèle Hamas-Forat nous garantit qu'il n'y aura pas d'incompréhension, d'ambiguïté dans ce protocole d'échange de messages entre les agents cellules et les agents mailles. D'accord, d'accord. Et le comportement des centres de planification, c'est un centre de décision, c'est un... Alors du coup, les centres de mission, on les a considérés dans le cadre de la thèse comme des boîtes noires ayant un raisonnement interne qui est systématiquement le même. En effet, il est très difficile dans la pratique pour un LARM de représenter des centres de mission qui vont avoir chacun leur propre comportement éventuel et chacun des requêtes clients qui vont varier selon si jamais certaines requêtes urgentes arrivent. On a modélisé quelque chose qui rejette certaines mailles de temps en temps et en garde certaines autres. On pourrait aussi considérer d'autres approches de modélisation pour les centres de mission, mais il a fallu faire un choix d'implémentation dans le cadre de la thèse. D'accord, donc c'était pas... Ok. Par rapport toujours pour ce questionnement, donc par rapport à l'homogénéité et l'hétérogénéité, donc est-ce qu'on ne peut pas prévoir d'autres paramètres? Parce que là, si j'ai bien compris, ça se résume à la dimension de la maille, c'est tout. Oui, effectivement, la dimension de la maille joue beaucoup. Après, dans les paramètres qu'on peut citer, il y a la possibilité de modifier les caractéristiques de la zone, et c'est un peu ce qu'on a évalué dans la robustesse, c'est-à-dire l'impact de ces modifications du problème, la météo, la taille de la zone, sur les performances des différents algorithmes. C'est juste que dans le cas des satellites, on a considéré qu'une caractéristique principale était la caractéristique idéale pour le glouton, qui était l'algorithme de référence, par rapport à un cas qui ne serait pas idéal et à la fois aussi le plus rencontré dans l'industrie, le cas des satellites hétérogènes. D'accord. Est-ce que vous avez pu aller plus loin par rapport à la détermination de la taille de la cellule la plus optimale possible est-ce qu'il y a un seuil qui a été déterminé? Au-delà, on n'est plus performant. En fait, il y a un seuil qui est dicté par la météo. En effet, les informations météo que nous avons sont régies par des mailles, ça s'appelle des mailles météo, qui n'ont rien à voir avec les mailles des satellites, qui ont elles-mêmes une résolution. Et si on dépasse cette résolution, on va donc avoir des cellules qui vont avoir la même météo, qui vont être mitoyennes. Donc on peut aller jusqu'à cette résolution en termes de taille de cellules. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment creusé dans le cadre de la thèse. On est allé jusqu'à une certaine taille de cellules et on a constaté que le fait de diminuer la taille de cellules n'améliorait pas de façon significative les résultats par rapport à la taille que nous avions choisie. Alors, ma dernière question, comme ça. Alors, d'après votre présentation, Glimpse est dépendant, en fait, de ce que vous avez appelé la valeur de la criticité, etc. Qui décide de cette valeur-là ou comment vous les avez générées? Donc, les différents variants, c'est ça, ces variants de criticité. Oui, est-ce que c'est défini en amont par un expert ou un humain, en fait, et après
dicter aux agents que c'est ça? Comment se fait la mise à jour? Je ne sais pas. Et effectivement, la criticité pour le variant pour une seule résolution de Glimpse va être fixe et elle va être dictée en amont par l'évaluation des experts du domaine qui nous ont donné des pistes de critères de criticité potentiels. Donc là, on va retrouver, par exemple, le nombre d'opportunités restantes pour l'acquisition d'une maille. C'est quelque chose qui nous a été donné comme étant opérationnellement considéré. Et donc, c'est quelque chose qu'on a intégré dans Glimpse pour être représentatif par rapport aux critères qui sont considérés dans l'industrie. En fait. D'accord, qui peut être mise à jour facilement qui peuvent être mises à jour pour une autre instance de Glimpse sur un scénario. D'accord. Et vous avez parlé de la scalabilité ou la montée à l'échelle. Hein, vous avez un peu testé ce genre. Oui, ben, en fait, l'un des axes était celui-là, la taille de la zone, et le fait qu'on ait du coup d'autant plus de cellules et d'autant plus de mailles à placer. Et c'est là où on voit les performances de Glimpse être améliorées par rapport au Glouton. C'est ce critère de la taille de la zone qui nous permet de jauger de la scalabilité de Glimpse. Très bien. Merci. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci. Félicitations aux encadrants également. Merci. Je vais donner maintenant la parole au deuxième examinateur, Monsieur Jean-Pierre Georget. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Merci aux encadrants de m'avoir convié en tant qu'examinateur à ce jury. Merci pour votre présentation, Monsieur Jameau. C'était ça met en valeur votre travail, je trouve. C'est pédagogique. Ça ne dit pas tout ce qu'il y a dans le rapport, que j'ai lu aussi avec attention, qui est dense, il y a beaucoup de choses. On voit bien qu'il y a de la recherche de fond, qui amènera une question tout à l'heure. Mais peut-être, je voudrais quand même commencer, poursuivre la réflexion sur les systèmes complexes, à parler peut-être un peu de moi, de mes travaux. Moi, je travaille sur des systèmes multi-agents qui résolvent des problèmes depuis maintenant plus de 20 ans, on va dire. Et chaque fois, je suis surpris par les difficultés qu'on rencontre quand on attaque des problèmes comme ça. Mais en même temps, quand on y pense, ce genre de problème, d'abord, c'est des vrais problèmes de la vraie vie. Et puis surtout, c'est des problèmes complexes, en fait. Donc au final, ce qu'on essaye de faire, quand on y pense, c'est d'attaquer ces systèmes complexes avec des systèmes qui sont eux-mêmes complexes, puisqu'après tout, on ne sait pas attaquer autrement, à part simplifier le problème, justement, en faisant des mailles statiques, et en y mettant un algorithme Glouton qu'on fait déjà depuis plusieurs décennies aussi, mais qui, du coup, forcément, quand vous dites à un moment donné que le problème, vous le rendez plus complexe, en fait, c'est pas vrai. Vous l'attaquez de façon plus naturelle. Et en fait, le problème, il est de toute façon complexe derrière. Et du coup, donc, effectivement, je suis un peu surpris quand on s'attaque à un problème, de se rendre compte qu'il est aussi complexe, compliqué à traiter, difficile à traiter parce qu'il est complexe. Parce que généralement, les gens, justement, qui l'attaquent, on était obligé de le simplifier d'abord. Et du coup, ça m'amène à deuxième point, c'est que finalement, à vous, votre travail de façon générale, c'est que chaque fois, je suis quand même impressionné par ce que ces systèmes arrivent à faire à la fin. Et ça repose quand même. La clé vraiment, c'est ces mécanismes d'auto-organisation. La façon dont les agents se comportent, comment ils travaillent, comment ils interagissent. Donc, c'est vraiment les mécanismes d'auto-organisation. Et du coup, c'est ça qui est impressionnant, en fait. Tout le monde estime d'avoir trouvé les bons mécanismes d'auto-organisation. Du coup, j'arrive à mes questions. J'en ai pas beaucoup, hein, mais essentiellement, la principale, c'est je sais que vous n'avez pas trouvé les mécanismes d'auto-organisation directement comme ça, de toute façon. C'est qu'il y a tout un cheminement, tout un process, vous avez exploré des choses, vous avez amélioré, vous êtes revenu en arrière. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait généralement, et je suis sûr que vous avez fait pareil de la même façon. Et alors, évidemment, ce n'est pas la place ni de la présentation orale, ni même du rapport de détailler tout ça. Mais là, vous avez peut-être quelques minutes pour nous raconter un petit peu toutes les difficultés, les mauvais chemins, les impasses, peut-être des conseils pour d'autres doctorants qui sont en cours de travail, de leur dire que c'est normal, en fait, d'explorer des mécanismes d'auto-organisation qui marchent pas. Quelques mots sur ça? Oui, effectivement, on a eu beaucoup de cheminement pour arriver à ce résultat, notamment dans l'auto-organisation entre les cellules et les mailles, qui est présentée ici de façon très construite, mais qui est passée par beaucoup d'itérations différentes. On a la possibilité, par exemple, de laisser les cellules adhérer à plusieurs mailles, ce qui va faire en sorte que les cellules les plus critiques aient plus de chances d'être acquises, vu qu'elles attirent plus de mailles sur leur position, mais on va avoir plus de chevauchement entre les différentes mailles. On pourrait aussi juger que cette unicité de l'adhésion, en fait, elle ne devrait pas être stricte, elle devrait être limitée à un paramètre, un nombre de mailles maximales sur leur position. Malgré les résultats que je présente ici, il peut encore y avoir du cheminement jusqu'à d'autres possibilités d'interaction entre les agents. Donc, effectivement,
Le fait d'avoir trouvé une bonne solution n'empêche pas le fait d'essayer d'en trouver une encore meilleure. Il y a aussi la possibilité enfin, il y a aussi la possibilité dans le cadre de la thèse de prendre cet agent passage et de faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire, d'augmenter la perception des mailles de façon à ce qu'elles n'aient pas uniquement leur voisinage direct, c'est-à-dire les cellules directement mitoyennes, mais qu'elles aient un voisinage un peu plus étendu. Or, on a jugé que dans le cadre des interactions cellules-mailles, il valait mieux qu'elles aient un voisinage purement direct qui soit considéré. Et donc, il y a eu la nécessité de rajouter un agent macro qui fasse ce travail de suppression des mailles et de recréation à un endroit où les agents cellules et mailles n'ont pas la visibilité, le voisinage pour se déplacer. Alors du coup, est-ce que c'est tout à fait ce genre de cheminement que j'imagine, mais est-ce que du coup vous avez fait même des choix qui a posteriori vous semblent pas une bonne idée ou stupide, vous auriez jamais dû les faire, hein, ou est-ce que de toute façon il fallait les explorer? Parce que des fois, on se rend compte que on ne pouvait pas faire autrement que d'explorer, mais des fois on se dit tiens, vraiment on a été naïf sur ça, ou les encadrants m'ont pas bien encadré sur ça parce que j'en sais rien. Ce monde du mal. J'avoue que je n'ai pas forcément d'exemple dans le cadre de l'interaction entre les agents. J'aurais souhaité, moi, plus poursuivre cet apprentissage sur les criticités des agents. C'est ce qui me semble être l'axe le plus intéressant à poursuivre euh, à partir des travaux qu'on a obtenus pendant la thèse. Voilà, c'est le seul regret que j'aurais finalement, c'est de ne pas avoir poursuivi ces travaux. Avec toutes ces variantes, c'est ça? À un moment donné, vous parlez du variant 35. Oui. Alors, votre explication de pourquoi il est plus performant que les autres, hein. C'est purement empirique, c'est basé sur un temps de complétion Mais a et posteriori, gâchis. maintenant, parce que vous le connaissez, votre variant 35, Oui. vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Mhm. Parce que justement, ce que j'aime bien dans ces approches-là, c'est que c'est pas, même si on peut traiter un problème boîte noire, le système qui résout le problème, lui, il n'est pas à boîte noire. Donc, il peut expliquer, enfin, il peut pas expliquer, mais il peut il peut décrire parfaitement son variant 35 en disant, voilà ma criticité, comment elle est construite. Alors, et vous, du coup, est-ce que vous avez une compréhension de pourquoi ce variant-là? Oui, effectivement. Donc, il y a eu d'autres variants qui étaient moins raisonnables, on va dire, où je cite des exemples. Par exemple, ce variant qui prend le nombre d'opportunités restantes au-dessus de la validation. Ça veut dire qu'il y aura des cellules qui seront validées et qui pourtant seront préférées car elles ont peu de possibilités restantes d'acquisition par rapport à d'autres cellules. Là, on voit dans cet exemple que le variant 1 devrait a priori produire de meilleurs résultats que le variant 2. Et donc finalement que ce variant 35 obtienne de meilleurs résultats, c'est assez difficile d'expliquer précisément pourquoi à l'échelle du troisième ou du quatrième critère, on peut avoir l'intuition que le fait de prioriser les cellules qui ont peu d'acquisition restante, ce soit préférable à prioriser celles qui ont une bonne météo restante, mais qui ont plus d'acquisition, donc plus de possibilités d'être acquises par la suite. C'est effectivement quelque chose qui est intéressant, je trouve, genre de Et est-ce criticité. que ça pourrait être utile de changer en cours de résolution parce que quelque chose de dynamique dans le problème change ou donc un variant n'est pas forcément meilleur tout le long d'une résolution peut-être. Potentiellement, c'était l'approche qui était envisagée ici, où un variant pourrait être modifié au fur et à mesure de l'exécution et donc produire de meilleurs résultats par la suite. Donc en tout, combien vous avez de variants? Vous avez seulement fait la combinatoire de toutes tous les Non, critères dont on n'a pas pris la totalité de la combinatoire. Vous avez quand même juste sélectionné un peu. On a sélectionné pour qu'on ait tout de même des variants raisonnables. Là, je cite juste le variant 2 dans ce cas comme étant un exemple de variant que nous n'avons pas considéré parce que on l'a jugé comme étant... D'accord, donc le 35, c'est juste son numéro, mais vous ne les avez pas exécutés. On a pris 40 finalement, donc c'est 40, ces 40-là qui sont évalués. Pas noter le nombre. Et on constate effectivement que dans certains cas, le fait de rajouter un critère va améliorer les résultats, et dans d'autres, le fait de rajouter un critère va éventuellement diminuer les résultats. Peut-être du coup un mot sur d'autres. Vous avez dit à un moment donné effectivement que ça peut être appliqué à d'autres applications, à d'autres domaines, même sans aller très loin, sur tout ce qui est, je sais pas moi, constellation de nano ou micro-minisat ou autre, je sais pas ce qu'on les appelle, je sais pas si c'est du domaine. Vous verrez d'intérêt à ce genre d'approche plus granulaire en fait. Oui, parce que 4 satellites, c'est vrai que je rejoins une des questions de rapporteur, c'est que ça paraît peu finalement. Alors, les agents, il y en a plein d'autres, puisque c'est le cœur de la résolution finalement, c'est la cellule, après quelque part, c'est elle qui a des besoins. Ouais. Et cette interaction avec les mailles, c'est tout l'intérêt. Mais finalement, les satellites, ils ont quand même leur mot à dire. Et si j'avais plus de satellites, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de possibilités, notamment avec des satellites qui ont peut-être moins de capacité que ces énormes satellites
Ce que ça modifierait principalement, de mon point de vue, effectivement, j'ai pas traité le problème, donc là, c'est uniquement des suppositions, mais ça modifierait la taille des mailles, éventuellement les capacités de manœuvre de ces satellites. J'ai du mal à voir l'impact, forcément, à prévoir les différences de performance qu'on peut avoir. Ça va nous produire un système différent avec des capacités d'acquisition qui seront différentes. Donc moi j'ai terminé encore toute mon estime pour ces règles d'auto-organisation qu'il faut arriver à trouver, surtout avec toutes les possibilités, hein, c'est le monde de la recherche. Donc bravo et je rends la parole, Monsieur le Président. Merci. Je vais donc maintenant donner la parole aux membres invités et je vais commencer par Monsieur Serge Ringenot. Merci, Monsieur le Président, merci de m'avoir invité. Je veux féliciter d'abord Timothée parce que c'était un combat un peu quand même sur la durée et il s'est accroché, donc bravo à toi. Je voudrais te féliciter aussi sur les planches et globalement sur la description du problème. Tu as réussi à être assez pédagogique sur la description sans trahir le sujet, sans faire trop de raccourcis abusifs. Donc ça, c'est bravo aussi, parce que c'est une tendance qu'on rencontre assez souvent. Après, bon, j'ai bien suivi le, le cheminement, donc j'ai quand même une ou deux questions. La première question, ça va être sur, je vais revenir sur les notions de cellules. On voit que tu as adopté une taille de cellules, tu as répondu à la question sur la taille des cellules. Sur le nombre de cellules de mailles pardon, que tu positionnes au départ, c'est quoi qui t'a guidé? Est-ce que tu as une méthode recommandée pour définir la valeur qui est ton point de départ dans la résolution? Ce qu'on a considéré dans ce cas, c'est la capacité d'acquisition des satellites. Dans le cadre de la thèse, nous n'avons pas pris en compte les manœuvres des satellites entre les différentes mailles, mais on a quand même évalué une longueur maximale que le satellite pourrait avoir, et on est venu la découper entre différentes mailles, de temps en temps en prenant aussi le fait que les manœuvres prennent du temps dans la résolution du passage. Et c'est cet ensemble de mailles qui va nous donner le nombre de mailles maximales qu'un satellite peut réaliser. On a aussi cette notion d'évitement de surcharge des centres de planification, des centres de mission. Voilà. Mais ce sont des valeurs fixes qui peuvent être modifiées pour changer les données du problème. Moi, j'avais une question aussi sur le nombre de... enfin, comment se comporte Glimpse quand tu augmentes le nombre de satellites? On sait que typiquement le glouton, tu l'as précisé au début, n'est pas forcément connu pour bien monter à l'échelle quand tu augmentes le nombre de satellites, du fait de son principe. Mais est-ce que dans ce cadre-là, tu as constaté quand tu augmentes le nombre de satellites, un temps de résolution qui dégénère assez vite, ou finalement tu obtiens des cycles agents qui se referment assez rapidement? Je pense que c'est effectivement un des grands intérêts des systèmes multi-agents et que le passage à l'échelle est plutôt bon avec l'augmentation des satellites. On a quelques agents qui sont rajoutés, les agents passage et les agents mailles. Or, tous les agents cellules sont uniques, définis au moment de la création du système et ne vont pas accroître au fur et à mesure où on rajoute différents satellites. On a donc une augmentation des agents qui est minime par rapport à la vaste majorité des agents du système qui seront les agents cellules et qui seront créés initialement. C'est tout bon pour moi, alors. Merci. 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 Pour les deuxièmes membres invités, Monsieur Mathieu Picard. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais avoir un commentaire question, une question. Mais avant tout, déjà, j'aimerais un peu parler de mon émotion, en tout cas du plaisir de voir l'aboutissement de ce travail aujourd'hui, et te remercier, comme les autres membres du jury, sur la qualité de la présentation. Très didactique, très clair, en tout cas, très facile à appréhender pour les gens qui ne sont pas dans le domaine. Donc, bravo pour ça. Et donc, bravo pour ta persévérance, on va dire, de la genèse jusqu'à l'aboutissement de la thèse. Et voilà, je félicite aussi l'équipe encadrante, mais en particulier Elsie, qui a été très présente dans l'accompagnement. Donc, voilà, moi je suis expert chez Airbus et mon expertise couvre notamment les produits logiciels de centre de planification de mission, donc c'est vraiment complètement dans le sujet qu'on a eu là.
Donc moi, je suis déjà très satisfait que justement on traite un problème qui est un vrai problème industriel, opérationnel, avec les vraies contraintes. Enfin, donc ça pose des difficultés quand on veut se comparer à l'état de l'art et essayer de transposer la méthodologie du coup à d'autres problématiques. Mais oui, ce n'est pas le problème du sac à dos, c'est pas le problème du agent du commerce, c'est un problème très particulier dans lequel tu as pris à bras le corps et tu as vraiment embrassé la réalité des contraintes opérationnelles qu'on a. Donc mon premier commentaire, il était justement sur la complexité du problème. On en a parlé, il y a des aspects combinatoires, mais il y a le vrai problème. Donc le vrai problème, nous, si on est chez Airbus, on peut partir du fait qu'on dit le satellite, voilà, on peut le commander à très bas niveau avec un ensemble de commandes pour lui dire change d'attitude, allume ton instrument, copie les données dans la mémoire à bord, fais le vidage de ces données au sol. Donc si moi, le problème, je le définis comme j'ai des clients qui veulent faire des grandes couvertures à très haut niveau et à bas niveau, mes variables de décision, c'est d'envoyer ces commandes au satellite-là, il n'y a pas d'augmentation de la complexité du problème. Ça, c'est le problème global et il y a énormément de façons de s'y prendre. Donc nous, quand on est ingénieur chez Airbus, ce qu'on fait, c'est que justement, on fait l'ingénierie de ce sujet-là et on le rend plus simple en le décomposant étape par étape avec différentes fonctions et qu'on déroule restreint. Mais le fait de dire j'ai une entité que tu appelles MPF ici, hein, mais qui va calculer le plan mission, c'est une première étape. Elle va prendre des entités qui sont des acquisitions réalisées, elle va s'occuper de faire les télécommandes à bas niveau. Le fait de dire ces acquisitions, je les force à être sur des mailles fixes, c'est aussi un choix de simplification du problème, mais qui n'était pas dans la problématique de départ, si je dirais, si on se concentre juste sur réaliser une couverture, envoyer des commandes bas niveau. Donc c'est des choix qu'on a fait en termes d'ingénierie pour simplifier pas à pas le problème et le rendre réalisable aussi, hein, opérationnellement parlant. Donc voilà, pour moi, c'est ce que vous avez dit. Hein, enfin, je pense que tu l'as approché de façon plus naturelle en revenant sur des limitations qui étaient liées hein, à la façon dont on avait fait l'ingénierie du problème. Le deuxième commentaire, il est lié au nombre de satellites, on en a déjà pas mal parlé. Alors moi j'aimerais juste amener une nuance par rapport à ça, parce que quand tu parles de 4 satellites ici, tu parles de 4 types de satellites hétérogènes, donc ont 4 tailles de mailles différentes si on regarde de façon concrète. Mais en réalité, chez nous, on a une entité qui s'appelle GeoIntelligence, hein, chez Airbus, qui est l'ex-Spotimage, donc eux, ils opèrent les satellites Spotimage, Pléiades et Pian Neo. Donc chacune de ces familles de systèmes a différentes tailles de fauchées et de mailles, mais il y a plusieurs satellites par constellation. Donc il y a deux dimensions, hein. Il y a le nombre de constellations hétérogènes et il y a le nombre de satellites homogènes par constellation. Et donc voilà, on n'a pas que 4 satellites en tout, mais on peut avoir 4 types hétérogènes avec 4 satellites. Et donc dans ce cas-là, mon commentaire question est de voir si tu étais d'accord potentiellement avec cette affirmation. Mais je dirais que par rapport au test que tu as fait, le fait de rajouter des satellites homogènes dans une constellation où on partage la même taille de fauchée, ça ne va faire qu'augmenter la liste des passages finalement et des agents passages. Mais quelque part, ces satellites-là, enfin, quand tu les traites dans Glimpse, le fait que ce soit le satellite A ou B, il n'y a pas forcément de différenciation. C'est juste, j'ai tous les passages du satellite A, du satellite B, ils ont les mêmes caractéristiques. Et ça me rajoute des agents passages, mais je pense que le passage à l'échelle se passe bien. Enfin, si tu veux commenter en tout cas sur cet aspect. Oui, bah, la seule différence, c'est qu'on va rajouter des passages et donc éventuellement des acquisitions qui vont bien se passer pour certains satellites et mal se passer pour d'autres. Donc l'impact que ça va avoir, c'est que si jamais on réalise une acquisition sur un passage où ça se passe relativement bien mais pas parfaitement, c'est éventuellement une criticité qui va être diminuée sur un passage où ça se passe très bien. Donc on peut avoir des résultats différents, c'est ce qu'on voit pour certains résultats, au fait de rajouter un satellite, pardon. Mais au niveau du passage à l'échelle, effectivement, on a un passage à l'échelle qui se passe bien au niveau de Glimpse parce qu'on vient juste rajouter ces quelques agents supplémentaires. Après, il y aura tout de même le besoin de placer les agents mailles sur les emplacements de cellules. Donc, on a quand même cette augmentation du nombre d'agents mailles, mais ça reste raisonnable par rapport au nombre d'agents cellules. Ouais, effectivement. Effectivement, après, on a des variables de contrôle parce que même opérationnellement, alors après, on parlait des temps, de calcul, etc. Mais donc, plus il y a de satellites, plus ils vont passer régulièrement et plus il va falloir rapidement prendre des décisions de dire quelles sont les mailles à acquérir pour un satellite lors de son passage. Donc, c'est un peu ça qui va jouer. Mais donc, plus il y a de satellites, plus ce temps se raccourcit. Mais c'est vrai qu'une quinzaine de minutes, c'est déjà une fourchette très basse. Et ça peut être plus que ça, on va dire, selon le nombre de satellites qu'on a besoin de constellation. Je pense que les temps de calcul sont compatibles. Hein. Donc ma question, du coup, ma deuxième question, c'était vraiment sur les aspects convergence, parce qu'effectivement, donc ça peut être un risque quand on choisit, on fait le choix d'aller vers une méthode multi-agent, et on voit bien que si on s'y prend pas bien, on peut faire en sorte qu'une maille se déplace quelque part, puis revient en arrière, et puis on se retrouve à zozoter et à ne pas converger. Donc en fait, tu avais ta vidéo où tu montrais un peu un cas d'école hein, qui était sur ton rectangle avec ta criticité qui augmente en gradient dans la diagonale là. Voilà, donc ça c'est super parce qu'on arrive à montrer que dans un cas un peu d'école, on arrive à reproduire un maillage statique régulier avec toutes ces tuiles.
Mais on ne l'a pas eu, ce résultat, on ne l'a pas eu tout de suite, si je révèle un peu la genèse de la thèse. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer voilà, par quelle phase tu es passé et comment, enfin, quel protocole, quelle réflexion il y a dû y avoir sur la coopération entre les agents mailles et cellules pour arriver à ce résultat? Oui, il y a une certaine quantité de mécanismes qui ne sont pas dans cette présentation par souci de temps et de synthèse. Un des mécanismes les plus importants, c'est l'absence de cycle entre le déplacement des mailles sur certaines cellules, effectivement, qu'on a rencontré dans le cadre de la thèse. Euh, la façon de combattre ce phénomène, ça a été de faire en sorte que les agents cellules ils aient une mémoire des mailles qui les ont rejetées, et donc de ne pas, je vais dire entre guillemets, harceler les mailles pour qu'elles viennent sur leur position alors que les mailles les ont déjà rejetées, ce qui évite qu'elles voilà, elles fassent le yo-yo entre différentes cellules basées sur leurs besoins, alors qu'en fait, elles pourraient rester sur une position après un rejet vers la cellule. Merci Timothée pour ta réponse. J'ai plus de questions, je fais juste un dernier commentaire pour dire que cette problématique elle est vivante. Enfin, chez Airbus, on travaille en ce moment sur un projet européen où on continue un peu à faire monter en maturité, en tout cas, des solutions, des produits logiciels pour répondre à cette problématique-là. Et que dans tes contributions, enfin, c'est pour souligner la réalité des contributions opérationnelles. Mais l'aspect maillage dynamique et la façon d'appréhender le découpage spatio-temporel du problème, voilà, c'est des choses qui sont dans les fondations, avec avec la position du problème, la définition du problème, qui sont dans le fondement des travaux qu'on réalise aujourd'hui industriels. Alors, potentiellement, oui, le problème, c'est quoi? On est sur des projets Horizon Europe qui sont assez courts et qui ne permettent pas toujours, malheureusement, en 18 mois, de déclencher une thèse. Mais peut-être un postdoc. Mais merci en tout cas. Merci. Merci. Je vais donc maintenant donner la parole aux encadrants de thèse et je donne la parole d'abord à Monsieur Emmanuel Rochelson. Merci, Monsieur le Président. Alors, Timothée, sans surprise, je ne vais pas avoir vraiment de questions, tu t'en doutes. Je vais te féliciter, comme je pense le reste du jury, et j'ai vraiment apprécié la clarté de ta présentation. Je vais en profiter pour souligner le volume de travail qui a été fourni dans l'ensemble. Et au-delà du volume de travail, la volonté et la capacité que tu as eu à fournir des solutions originales. C'est-à-dire vraiment tes solutions, ta vision du problème. On n'a pas forcément toujours été d'accord d'ailleurs dessus. Et je pense que c'est à souligner et c'est à souligner dans le bon sens. C'est très positif, c'est une grande qualité chez un chercheur. Je pense qu'il faut souligner aussi ta ténacité pour aller au bout, ce qui est tout à ton honneur. Ta capacité à rebondir pendant et après les coups durs. Et puis, je vais finir par un petit merci à Elsie, parce que la vraie cheville ouvrière sur cette thèse, c'est très clairement Elsie. Moi, j'ai eu une valeur ajoutée scientifique très limitée. On était loin de mon domaine d'expertise, on était loin du contexte où je pouvais t'apporter tout ce que Elsie a pu t'apporter. Du coup, merci Elsie au passage, et vraiment félicitations Timothée, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci. Et donc, la parole finalement à l'encadrante Elsie. Merci, Monsieur le Président. Alors, je tiens tout d'abord à remercier tous les différents membres du jury aujourd'hui présents, René et Vincent, pour le temps consacré à lire et à rapporter ce travail de Timothée. Pour les questions, remarques, discussions qu'on vient d'y assister depuis à peu près une heure, Nadia, Jean-Pierre et également l'équipe encadrante, Serge, Mathieu, Emmanuel, vous n'avez pas été loin non plus. Dans toutes les difficultés, vous avez aussi su remotiver Timothée et l'accompagner. Et je voulais remercier deux personnes cachées dans l'assemblée, Marie-Pierre et Pierre, parce qu'au départ, à la retraite de Pierre, ils m'ont confié la direction de cette thèse. Et ce n'était pas une tâche facile, mais une très belle expérience et opportunité. Et puis, merci à toi aussi pour le travail que tu as réalisé. Après ton stage au sein de l'équipe, qui n'était pas non plus sur un sujet facile, tu t'es engagé sur ce sujet qui était très ambitieux, on le savait dès le départ, c'était deux sujets en un, et tu as été assez déterminé pour le mener à bien. Malgré plusieurs difficultés, je pense qu'aujourd'hui, avec les remarques que tu as eues, tu peux estimer que tu as réussi à aller jusqu'au bout, même si je connais Timothée et je sais que toujours on met la barre bien plus haute que ce qu'on peut atteindre.
c'est un travail qui était important de conception, déjà de reformulation du problème, parce que le problème tel qu'il était formulé ne pouvait pas être résolu par un système multi-agent comme on l'est fait. Donc oui, il a fallu passer par cet questionnement. Dans les problèmes d'optimisation, on a tendance en général à simplifier le problème. Là, il a fallu augmenter la taille de l'espace de recherche, donc augmenter sa complexité de résolution pour permettre une solution par système multi-agent, auto-adaptatif et auto-organisateur plus simple et plus efficace. Donc voilà, merci d'avoir mené ce travail de conception, d'implémentation, surtout de validation, parce que tu ne présentes, j'ai envie de dire, qu'un quart du travail qui a été fait d'implémentation du générateur de scénarios qui n'est pas dans le manuscrit, des différents cas tests qui ont été récupérés dans le cadre de l'IRT Saint-Exupéry, que tu as pris le temps d'appréhender, de voir comment ils fonctionnent. Tout le travail, et Guillaume ici présent peut le dire, de branchement avec les différents outils que l'IRT a mis en place. Donc voilà, c'est des choses que le manuscrit ne revient pas dessus, mais c'est aussi tant de difficultés et de challenges que tu as dû surmonter. Tu as un esprit curieux. Ça a amené beaucoup de débats scientifiques enrichissants et beaucoup de questionnements sur les systèmes auto-adaptatifs et leur capacité à représenter des systèmes complexes. J'espère que tu repars avec un peu de conviction sur ce que ces systèmes sont capables de faire aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier tous les membres de l'équipe et notamment Fred Mijon d'avoir accompagné sa thèse à des moments où il y avait des débats. Et moi, je ne retiendrai que les moments du haut. Donc, j'espère que ce sera pour toi pareil. Voilà, aujourd'hui, tu occupes un poste chez Spacebell, ce qui montre encore une fois ta capacité de rebondir et d'aller vers l'avant. Euh, voilà, j'espère que cette expérience en thèse t'a été profitable et te le sera tout le temps. Donc, je conclue en te souhaitant une très bonne continuation et bien sûr, j'espère à de prochaines collaborations. Merci beaucoup. Merci. Je propose maintenant donc que le jury se retire pour délibérer. Et nous reviendrons d'ici quelques instants. Timothée Janot, le jury s'est réuni pour délibérer. Il a trouvé que vous avez fait une présentation claire, synthétique, didactique, qui complétait bien le manuscrit et qui mettait en évidence et en valeur le travail qui avait été effectué. Cet exposé a montré un sujet qui était difficile et actuel et qui répond à un problème industriel avec de multiples contraintes. Également, cet exposé a mis en évidence des contributions originales, innovantes, à la fois en termes de formulation du problème, avec ce concept de maillage dynamique, en termes de résolution par un système multi-agent, et puis aussi en termes logiciels, puisqu'il y a une proposition autour de Glimpse qui a été faite. Et aussi, le jury a apprécié le travail de validation des propositions qui étaient faites à partir de cas d'usage qui étaient représentatifs du domaine. Vos réponses aux nombreuses questions du jury ont montré votre maîtrise du sujet, un recul sur ce sujet et également souligné la richesse des perspectives qu'ouvre ce travail. Pour toutes ces raisons, le jury vous décerne le grade de docteur de l'Université de Toulouse, délivré par l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Et je vous invite donc à lire le petit texte qui est là. En présence de mes pairs, parvenus à l'issue de mon doctorat en informatique et ayant pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Je suis désolé.
Ah, je... non, je peux passer aux remerciements, effectivement, désolé. Merci beaucoup. Oui, non, effectivement, je tiens à remercier un ensemble large panel de personnes. Déjà, merci beaucoup à mon jury d'avoir relu ma thèse, de m'avoir fourni vos rapports et vos observations qui m'ont beaucoup aidé pour compléter mon manuscrit et préparer cette soutenance. Merci à toute l'équipe d'encadrement aussi, Elsie, Emmanuel, Serge, Mathieu. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant toutes ces années et de m'avoir soutenu alors qu'effectivement, il y a eu beaucoup de hauts et effectivement aussi beaucoup de bas. Merci aussi aux équipes qui m'ont accueilli, à l'équipe de l'IRIT. Effectivement, je tiens à remercier Pierre pour être mon premier directeur de thèse, Marie-Pierre pour m'avoir toujours soutenu et Fred Mijon aussi. Merci à l'IRT Saint-Exupéry, à Guillaume Holler et Grégory Flandin qui ont accepté de me confier cette thèse et de la financer. Je veux aussi remercier Space Bell avec Fabien et Pierre qui m'ont permis de terminer la thèse en bonnes conditions alors que j'étais déjà salarié et que je devais terminer mon manuscrit et ma présentation. Merci aussi à tous mes amis et ma famille qui sont restés confiants en moi jusqu'au bout alors qu'il y avait de nombreuses périodes de doute. Merci aussi à Kevin pour la mise en place technique et je vous remercie tous d'être venus et d'avoir assisté à ma soutenance aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, du coup, il sera à 17h30, pardon. Effectivement, le pot de test sera à 17h30, organisé en commun. Voilà, je vous invite à tous y assister. Et je vous remercie de votre attention. La soutenance de Thibaut sera plus tard dans l'après-midi. Je vous incite aussi tous à y assister. Merci. Oui. Merci. Oui, c'était nickel. Félicitations.